Salut tout le monde, moi c'est Junior. Non, ce n'est pas de la pub, donc s'il vous plaît, ne zappez pas cette intro. Je tiens à vous apporter une précision avant d'écouter ce nouvel épisode d'un pilote presque parfait. Celui-ci a été enregistré en fin d'année et il devait être diffusé avant le 1er janvier 2024, mais faute de temps, je n'ai pas pu le sortir avant. Donc, durant l'émission, ne soyez pas étonnés si dans l'équipe on fait des réflexions et des vannes en mode fin d'année. Évidemment, on vous souhaitera nos meilleurs vœux dans le prochain PPP qui sortira dans très peu de temps. D'ailleurs, j'en profite pour le faire ici, quitte à me répéter. Bonne année à toutes et à tous. Je vous souhaite, avec cet épisode improbable qu'on a fait, une bonne écoute à toutes et à tous. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Pour celles et ceux qui découvrent ce podcast, un rappel du concept. 3 personnes viennent discuter uniquement du premier épisode d'une série que l'on passe en revue scène par scène. Et une fois qu'on a commenté en long, en large et en travers ce pilote, chaque participant doit lui attribuer une note entre 0 et 10. L'objectif est de déterminer via un classement quelles sont les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. Pour ce nouveau PPP, 2 participants que vous avez déjà entendus ici à mes côtés, je vous présente d'abord celle qui évoque l'amitié le plus souvent sous le prisme de l'interview dans son podcast Friendship. Il s'agit de Solène. Salut Solène. Salut Junior, salut Franck. Tout va bien ? Oui, très bien, merci. Et toi ? Moi ça va très très bien, je suis plus en train de vous plaindre vous, vu la série du jour. Lui, il officie avec Mathieu dans le podcast Recall, il est venu de nombreuses fois ici. On a entre autres commenté Stranger Things ou encore ce chef-d'œuvre qui est Undo Stress. Je suis ravi de retrouver Franck. Salut Franck. Salut Junior, salut Solène. Salut. Je suis content de vous retrouver. Ah moi aussi, toujours pour de grandes séries. Oui voilà. Quand on était ce trio-là la dernière fois, c'était une meilleure série que ça. Désolé, pas désolé. Au programme de ce dernier PPP de l'année 2023, non, vous n'avez pas rêvé en voyant le titre de cet épisode. On remonte le temps, direction le 12 février 2011, date à laquelle débarquait sur la chaîne TMC la fiction française Les Mystères de l'amour. Une création de Jean-Luc Azoulay, au compteur 33 saisons. La série est toujours en cours de production et au moment où on enregistre cette émission, cette série qui squatte tous les dimanches sur le canal 10 va diffuser dans quelques jours donc l'épisode 17 de la saison 33. Les Mystères de l'amour ou LMA pour les intimes est disponible sur la plateforme mytf1.fr qui dès janvier 2024 deviendra TF1+. LMA est aussi accessible en DVD pour certaines saisons, les plus anciennes. Et pour vous donner un aperçu des Mystères de l'amour, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après. Alors ça y est, t'as réussi à te la faire ? Ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Putain. Et tu me laisses ramer comme ça avec elle ? Oui, bah tu le saches. Sympa les potes. Je te jure, j'étais super emmerdé. Ouais, là t'as l'air super emmerdé en effet, ouais. Vous devez bien vous foutre de ma gueule quand vous étiez au plumard tous les deux. Non mais arrête, je pouvais pas imaginer que tu puisses en être amoureux. Moi je pensais que c'était comme d'hab. Comment ça comme d'hab ? Bah je te connais quand même. C'est pas moi qui vas la faire, je vois que tu es une nana. Ouais bah elle, c'était pas pareil. Eh bah je pouvais pas deviner, ça de me le dire. Bon, de toute façon c'est pas grave, je suis pas là pour ça. Je t'ai peut-être trouvé du boulot. Ah cool. Mais ça commence à devenir dur, c'est quoi ? Une mémère qui vient de temps en temps au resto. Elle cherche quelqu'un pour photographier ses chiens. Nice, t'as rien de plus exaltant. Bah écoute, si tu peux pas faire, tant pis, hein. Tout ce que je sais c'est qu'elle est pleine aux as et qu'elle paye cash. Bon ok, je prends. C'est quand la séance ? Demain t'es libre ? Vas-y, à quelle heure ? 9h. Alors, je te file la carte. Il y a l'adresse dessus, je l'appellerai pour dire que c'est OK. Je vais embêter mon équipe. Solène, j'aimerais bien savoir. Oui, Solène d'abord, tu es podcasteuse toi depuis de nombreuses années et j'aimerais bien que tu nous parles à nouveau de ton podcast Friendship. Qu'est-ce que c'est ? Friendship, c'est un podcast qui est entièrement dédié aux relations amicales. Donc, dans la majorité des épisodes, je reçois des duos d'amis qui racontent leur histoire
pour accompagner mes auditeurs et auditrices dans leurs propres relations, pour répondre aux questions qui peuvent se poser, aux problématiques qu'ils rencontrent dans leurs amitiés. Donc ça, c'est dans la majorité des cas. Et après, j'ai des épisodes un peu hors série. On en avait fait un ensemble d'ailleurs pour parler des amitiés dans les séries. Voilà, on avait parlé de Buffy, Newport Beach dans mes souvenirs. Et sinon, tu entames ta combienième de saison là ? 5e saison. Waouh. Donc ça commence à vraiment durer dans le temps. Et vraiment, je vous invite à jeter une oreille sur ce magnifique podcast. Merci. Friendship. Cette fois, Franck, j'aimerais beaucoup savoir, concernant la série Les Mystères de l'amour ou LMA, est-ce que tu connaissais cette série et qu'est-ce que ça représente pour toi, l'univers AB Productions ? Alors, je connaissais cette série. J'ai vu quelques épisodes de la série parce qu'il y en a beaucoup trop pour avoir tout vu. Ah bon ? Voilà. Je suis un enfant du Club Dorothée, donc je connais un certain nombre des séries AB Productions de Jean-Luc Azoulay. Donc voilà, donc effectivement, j'ai commencé à regarder avec Hélène et les garçons. Puis celle que j'ai, je pense, le plus regardée, c'est Le Miracle de l'amour. Non, Les Vacances de l'amour, celle où ils sont du coup sur l'île Love Island, donc qui précède la série des Mystères de l'amour avant qu'ils retournent à Paris. Voilà, ça, c'est celle que j'ai le plus regardée, je pense, avec un peu de honte maintenant, mais voilà, j'avais envie de savoir ce qui se passait. Il arrive toujours des choses rocambolesques et ça recommence dans cette nouvelle série, dans ce nouveau dérivé d'Hélène et les garçons. Il arrive vraiment des choses rocambolesques. Voilà. J'ai vu quelques épisodes, je sais pas combien il y a d'épisodes en tout, si on compte les 4 séries, sans compter après les dérivés avec Premier baiser ou Le miel et les abeilles, parce que tout est lié. Voilà. Jean-Luc Azoulay, c'est le Kevin Feige de AB Productions. Le AB Cinématique Voilà. Universe. Voilà. Et franchement, je pense que Marvel peut aller se rhabiller parce qu'il y a tellement de séries et elles sont toutes liées les unes avec les autres. Des fois juste par un personnage ou un lieu. Enfin, voilà. Après, si ça peut rassurer ceux qui n'ont jamais vu et qui veulent tenter le pilote des Mystères de l'amour, on comprend quand même très bien ce qui se passe, même en n'ayant pas vu le reste. Oui, voilà. Alors même si tu vois que 15 minutes de l'épisode, tu comprends ce qui se passe dans l'ensemble. Oui. Je veux dire, Oui, franchement, ça vole pas haut. Et gardez bien en tête, les amis, qui c'est habituel, auditrices et auditeurs du podcast, cet épisode ne va pas voler haut. J'en suis navré d'avance. Mais restez, Nous a- vous allez vous marrer. Voilà, c'est vraiment... l'actualité est difficile en ce moment. Et je me suis dit qu'on va finir sur une note souriante, plus légère. Et surtout, après 3 ans d'existence de Saison des séries et 2 ans et demi de PPP, je dois vous faire une confidence, amis auditrices et auditeurs. Je vais perdre toute crédibilité là. Quand j'ai passé une semaine de merde, quand rien ne va dans ma vie, Dieu merci, il y a toujours LMA. Les dimanches soirs sur TMC, je regarde parfois en live, parfois en replay. Pardon, j'ai Non, honte, mais mais là- c'est bon la honte. Là, je quitte cette équipe-là, c'est plus possible. Solène est atterrée, mais c'est vrai. Moi, on me juge quand je dis que j'aime bien Emily in Paris, mais après... Azoulay est quand même bien au-dessus j'ai oublié, de Darren Star, faut pas déconner quand même. Non, plus sérieusement. Mais vraiment, je sais même pas comment expliquer une sorte de fascination pour la nullité que représente ça. Et puis, je vais pas vous mentir, Franck a tout dit, on est de la même génération. J'ai grandi aussi avec l'unité des programmes familiaux de Dorothée, qui englobait toutes les séries AB Productions. Alors pour ceux qui ne savent pas et qui se disent c'est quoi AB Productions, si vous voulez, c'était une boîte, c'était un énorme phénomène dans les années 90 et c'était l'œuvre de 2 hommes, Jean-Luc Azoulay, le A, et Claude Berda, le B. Ils ont vraiment bâti un empire télévisuel, donc ils ont appelé AB Productions. Et le premier, donc Azoulay, savait créer en permanence. Alors là, la gueule des créations, on en pense ce qu'on veut, mais il savait créer. Et Berda, lui, il savait vendre et acheter. Et sur 30 ans, ils ont créé Hélène et les garçons, Salut les musclés, Premier baiser, Le miel et les abeilles, Les filles d'à côté, et j'en passe. Et donc, ici, les mystères de l'amour s'inscrivent dans la suite d'Hélène et les garçons, du miracle de l'amour, des vacances de l'amour. Donc oui, je connais. Alors j'ai suivi, pour ceux qui connaissent la série, j'ai suivi depuis la secte du cul. Voilà. Depuis le grand méchant Sigmund Carpentier. Non, pas Sigmund Freud. Vraiment, c'était tellement naze. Je me suis dit, mais c'est génial. Et voilà, je suis devenu assez régulier depuis quelques années. J'ai du mal à quantifier. 5, 6 ans, j'en sais rien. Voilà ma relation avec les mystères de l'amour. C'est nul, hein. Je n'aime pas, clairement. Mais ça détend. Solène, j'aimerais beaucoup savoir si tu connaissais
les séries AB Productions et si ça a été une découverte totale pour toi, les mystères. Les mystères de l'amour, c'était une découverte totale, mais je connaissais les séries AB Productions, enfin connaître c'est un bien grand mot, c'est-à-dire que j'avais déjà vu des épisodes d'Hélène et les garçons quand je m'emmerdais, quand j'étais au collège, l'après-midi en rentrant du collège, ça passait sur Énergie 12 je crois, ou un truc comme ça, c'était rediffusé en tout cas, donc en attendant les anges, je devais regarder ça, parce que bon... Je juge, mais j'aime aussi les trucs de merde. Mais pour le coup, Hélène et les garçons, c'était plus... bon, ça fait passer le temps, quoi. Mais là, les mystères de l'amour, j'irais... Bon, je vais pas spoiler tout de suite. C'était vraiment super. Mais oui, je suis certain que vous avez adoré. Je suis certain que la série va être bien classée. Le mot est juste, adoré. Attention. Oui, bien sûr. Donc, non, évidemment, c'est tellement... c'est limité en termes de moyens. Et on va en reparler, bien sûr. Mais par contre, tu vois, dans mes souvenirs, c'était quand même mieux joué. Mais parce que c'était des souvenirs d'il y a 15 ans, quoi. Voilà, mais en fait, tu te rends compte qu'il joue mal depuis 30 ans. C'est ça. J'avais l'impression de regarder Petit secret entre voisins là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est le même acabit, hein, c'est clair. C'est la même chose que le jour où tout a basculé. Oui, voilà. Toutes ces scripted des réalités, comme on dit, qui sont nulles et ça s'inscrit dans la même veine. Vraiment, enfin, vous allez voir que ça vole pas bien haut, quoi. Nous sommes donc, comme je le disais, hein, LMA, c'est la 3e série dérivée d'Hélène et les garçons, qui reprend plusieurs personnages donc des miracles et des vacances de l'amour. Je vais faire le résumé. C'est un peu compliqué d'évoquer LMA en 2 phrases, comme vous en doutez. On est 6 ans après le dernier épisode des vacances de l'amour, et pendant cette ellipse, tous les protagonistes ont quitté l'île fictive de Love Island. En fait, c'est Saint-Martin dans les Caraïbes, sur laquelle ils vivaient depuis plusieurs années. Ils sont revenus s'installer en France. Elle est loin l'époque de la cafette, que tu as vu, Solène, dans Hélène et les garçons, et du garage, là où ils jouaient... ils essayaient de faire des morceaux, les garçons. Donc, époque Hélène et les garçons. Nicolas est devenu photographe, lui, dans LMA. Il vit sur une péniche amarrée au bord de la Seine. Il a une relation avec Ingrid, gérante d'un bar à hôtesse. Enfin, ça, on va y revenir. Bar à hôtesse, mais avec guillemets. Hein. Ouais. Bénédicte et José gèrent un restaurant dans le 92, sur les quais. Après le départ de Johanna pour le Texas, lui, Christian, il est revenu aussi à Paris, en couple avec Angèle, sa fiancée. Olga et Bénédicte sont les meilleurs amis du monde, des BFF. Et quant à Jeanne, tout le monde la croit morte dans un terrible accident d'avion, donc époque Love Island. Et seul Nicolas, au début de LMA, sait qu'elle est en vie. Et d'ailleurs, Hélène donc n'est pas dans LMA, dans ce pilote, je peux d'ores et déjà vous le dire. Personne ne me demande quand est-ce qu'elle arrive. Mais elle reviendra, je sais qu'elle reviendra. Bah, moi je me suis posé la question pendant tout le pilote, vu que c'était un des seuls personnages que je connaissais, j'étais elle est où Hélène? Elle arrive en saison 1, épisode 13. Ouais. Et juste une précision, vous vous dites 33 saisons, mais Junior il a fumé, c'est pas possible. En 13 ans, tu peux pas faire 33 saisons. Eh bien sachez qu'avec Jean-Luc Azoulay, tout est possible. 33 saisons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous prenez une saison normale entre septembre et juin, Azoulay en produit 2 saisons et demie. D'où le nombre de 33 aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est qu'il y a de la place à la télé pour diffuser ça. Et puis, vu le résultat, c'est sûr que ça se produit vite. Hein. Oui, c'est sûr. Pas besoin de faire beaucoup de prises. C'est ça. Franchement, tu viens à l'instant Franck de taper dans le mille. À ton avis, un épisode à tourner, ça prend combien de temps ? Sur celui qu'on a vu... Il dure 40 minutes, celui qu'on a vu. Il dure 40 minutes, mais en fait, il y a 3 lieux, quoi. Donc voilà, je sais pas, il doit mettre une semaine à faire ça, un truc comme ça. Même beaucoup pas. Moins. Non, ils mettent 2 heures. Pour faire un épisode, pour tourner l'épisode, ils mettent 2 heures. Je sais que c'est nul, mais Solène, mais il faut pas exagérer à ce point-là. Ils mettent 1 jour et demi de tournage par épisode. Oui, forcément. C'est hyper rapide. Hein. Ça se voit. Ça se voit. Et on va le commenter pendant l'heure qui vient. Au casting de ce pilote, Isabelle Bouis, Patrick Puydebas, Philippe Vasseur, Sébastien Roch, Laure Guibert, Coralie Collier, Masha Polikarpova et Carole Dechantre. Avant d'entrer de plein pied dans le pilote, juste une précision importante avant de commencer. Pour ceux qui ne connaissent pas les séries AB Productions et le travail d'Azoulay, gardez bien en tête qu'au moment où cette série est sortie, elle est écrite intégralement par un seul homme qui, en 2011, a 63 ans et qui est connu pour avoir gardé la même façon d'écrire que dans les années 90, enfin dans les années où il a sorti toutes ces séries à succès. Donc il y a des scènes où clairement vous allez halluciner.
les amis. Donc, gardez bien en tête qu'il y aura des choses crues, sexistes et des comportements d'un autre temps. Et puis des mouvements de caméra sexistes, et puis tout ça, quoi. Maintenant, on va se lâcher. Ne soyez pas étonnés. C'est la série. Commencez pas à m'envoyer des messages. Voilà. On suit la structure justement de cette fiction et on commence avec le générique. Le générique, vous avez envie de le commenter ou... Non, ça va. À part qu'il est kitsch et moche. C'est vrai. Le pilote s'ouvre sur José qui se rend sur une péniche et donc on le voit entrer tout en hurlant le nom de Nicolas, son pote qu'il pensait retrouver tout seul. Alors Nico en train de pioncer, José monte vers la chambre, il ouvre la porte et tombe sur Nico endormi avec une femme dans ses bras et dans ses draps. José, tout gêné, dit que « Oh, je vais vous attendre en bas ». Nico descend et José demande direct « Alors, t'as réussi à te la taper ?» Il parle d'Ingrid, qui était donc dans le lit. Nico dit que « Mais ça fait 3 mois qu'on est en couple, mec ». José est deg, vu comment il a couru après cette femme pendant des mois. On apprend, mine de rien, donc que José est un coureur, jamais vraiment sérieux avec les filles, bref, l'essentiel, c'est que moi, je suis là, donc José, je suis là parce que j'ai une opportunité de taf pour toi, Nico. On apprend que Nico est photographe et il y a une dame qui cherche quelqu'un pour photographier ses chiens. Nico est d'accord. Ingrid rejoint José et Nico en bas. José s'excuse d'avoir débarqué comme ça et on découvre que les fleurs posées sur le comptoir ont été envoyées par l'éternel dragueur portugais. Alors, j'ai envie d'entendre vos opinions sur cette scène. Solène, ta découverte d'Elema, ce début de série, comment tu l'as encaissé ? Bah, j'ai encaissé, le mot est juste. C'est nul. Alors, moi, j'ai quand même noté... Tu nous demandes toujours de noter comment ils peuvent être habillés et tout ça. Donc, moi, j'ai quand même noté que Nicolas arrive torse-poil et qu'il a un tatouage Burke. Que la scène, c'est gênant et que les accords de guitare sont toujours les mêmes. Voilà. Et ça, c'est sur toutes les prochaines scènes aussi. Non, bah moi, ce qui me dérange, c'est... les deux mecs là, alors tu te l'es tapé, gros biscotto. Bon allez c'est bon, on a compris, ciao quoi. Tu peux remercier Nico, Patrick Puydeba, parce que c'est grâce à lui que c'est lui qui est parti taper à la porte de Jean-Luc Azoulay pour arriver à rassembler tous les anciens d'Hélène et les garçons et recréer cette série. Donc vraiment, tu peux lui dire merci. Vraiment merci. Ma vie aurait été triste sans cet épisode, c'est sûr. C'est dommage parce que c'est peut-être celui qui a le potentiel de mieux jouer. Mais tu trouves ? Celui qui fait Nicolas ? Oui, Nicolas. Ouais. Alors, non mais pas là, pas dans cette série, mais de manière générale, je pense qu'il pourrait bien jouer. J'ai déjà vu dans une autre série, et je trouvais qu'il jouait pas si mal que ça. Voilà, bon dans une autre série. Dans laquelle ? Dans HeroCorp. Il joue un vampire diurne. Un vampire qui peut sortir le jour. C'est complètement con. Ah, énorme. Il a été invité par Astier, Simon Oui. Astier, hein, pas Alexandre. Oui. Ah ouais. Bon, c'est qu'il doit pas si mal jouer quand il joue pas là-dedans. Là, tu me mets sur le cul parce que le jour où tu m'entendras dire qu'un acteur des Mystères joue bien n'est pas encore arrivé. Il y en a qui se débrouillent, mais c'est très aléatoire. Pardon, Franck, sur cette scène, on va t'entendre. Bah écoute, rien de plus à rajouter. Enfin, si il y a une discussion gênante vraiment entre les deux garçons. Enfin, voilà, tout est gênant en fait dans la scène. Bon, alors, si c'est la première fois. Bah c'est une chose, mais par contre si on a déjà découvert les personnages, on sait déjà comment ils sont, qu'ils sont amis depuis très longtemps, parce que ça fait déjà 20 ans, hein, quand on commence cette série, ça fait 20 ans qu'ils se connaissent, et que nous aussi on les connaît, donc on sait que José est très dragueur, donc ça reste, et que leur amitié est infaillible, c'est-à-dire que les mecs peuvent s'échanger les filles sans problème, il n'y a jamais... Et alors ça marche aussi pour les filles, hein, voilà.
tout le monde peut coucher avec tout le monde, d'accord, s'envoyer en l'air avec tout le monde, mais à la fin, tout le monde est content. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est clair, ils sont comme cul et chemise, hein. C'est vraiment un couple, même s'ils sont en couple chacun de leur côté, parfois leurs compagnes à chaque fois savent que ils sont très liés quoi, et qu'ils peuvent passer des heures au téléphone ou des heures ensemble à parler de trucs de mecs. Ah, c'est beau l'amitié. Mais c'est très très cru d'entrée. Alors, tu te l'es tapé? T'imagines la première phrase que tu sors dans une série? C'est pas bonjour, bien dormi, c'est alors tu te l'es tapé. Et puis à la fin, la scène qui finit par tu penseras à fermer ta gueule, t'es là, bah, bonjour, en fait. José, c'est la délicatesse incarnée. Toute cette partie, je l'ai baptisée dans la péniche, ça baise, ça dort et il y a comme un malaise. Direction le restaurant de Bénédicte. Oui, exactement. Donc on retrouve Olga qui arrive auprès de Bénédicte, donc qui tient un bar-restaurant, en tout cas sur la scène. Et elle vient parler de sa grossesse, sauf que là, malheur, parce qu'elle est tombée enceinte, enfin, on comprend qu'elle l'attendait avec impatience, cet enfant, sauf que là, en fait, il y a 2 papas. Mais comment ça se fait qu'il y a 2 papas? Parce qu'en fait, à l'époque, elle voyageait à Cuba, et elle avait rencontré Antonio. et elle pense que Antonio peut être le père, mais sauf que quelques semaines après, elle s'est rendue à New York, et elle a rencontré Baptiste, qui, soit dit en passant, n'est pas du tout un nom de personne qui vit à New York. Mais bon, Baptiste peut aussi être le père. Et dans son intelligence légendaire, Olga s'est dit je vais annoncer aux 2 qui sont pères, de toute façon il y en aura bien un qui en voudra pas, donc au moins je trouverai un père pour cet enfant. Comme de par hasard, les 2 veulent de cet enfant et les 2 veulent être présents pendant la grossesse. Super. Donc, il va falloir qu'elle qu'elle trouve une solution parce que les 2 vont vouloir venir s'occuper d'elle pendant cette grossesse et donc venir en France et à Paris. Bénédicte lui propose de faire un test de grossesse, un test de paternité et elle lui dit « Oh non, ce serait trop dangereux pour cet enfant dont j'ai tant rêvé !» Voilà. Azoulay, il a vraiment un truc avec l'obsession de faire des bébés. Si vous suivez LMA en ce moment, il veut que tout le monde se reproduise, quoi. C'est n'importe quoi. Pour te donner une idée, Solène, il y a Benoît de Secret Story, je sais pas si tu vois qui c'est, ouais, Benoît Dubois. Télé-réalité. Il joue dedans, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on sait qu'il est gay dans la vie. Ils le font passer pour un hétéro, sauf que dans sa personnalité et sa faconde, ça perd en crédibilité et il veut absolument lui faire un bébé avec un personnage dans la série. Mais alors, si j'ai bien compris, la crédibilité, ça pose pas problème dans ce genre de série. Non. Faut pas chercher. Parce que si tu fouilles, tu vas creuser pendant longtemps et tu vas jamais trouver de l'or. Pas de crédibilité, pas de cohérence. Là, il faut pas s'encombrer avec ce genre de concept quand tu regardes Les Mystères de l'amour. Mon Dieu. Et Olga, en fait, voulait vraiment se débarrasser d'eux. Elle s'est dit, non, moi, je veux pas de père, je vais l'élever seule. Mine de rien. C'est un peu... ça, moi, tu vois, j'ai pas compris comme ça, parce que sinon, elle aurait juste fermé sa bouche, elle l'aurait dit à personne, tu vois. Oui, mais en plus, il y a une contradiction, parce que pour l'instant, elle dit ça, et puis elle va se contredire plus tard. Oui. Parce qu'elle dit, j'ai pas encore choisi le père. Oui. N'importe quoi, mais vraiment, c'est Franck. Alors, en plus de ce qu'on s'est dit juste avant de commencer, effectivement, de toutes les histoires qu'on va suivre, principalement 3 histoires là dans ce premier épisode, pour moi, celle-là, c'est la pire. Quoi. Celle-là n'a vraiment aucun sens. Alors, les autres sont nuls, mais celle-là, elle est nulle, mais en plus, elle a vraiment aucun sens, c'est mal joué. Enfin, rien ne va dans celle-là. Aujourd'hui, sortez votre compteur pour savoir combien de fois on va dire nul. Mais vraiment, c'est vrai que c'est très mauvais et... On apprend qu'en plus les 2 pères donc, débarquent à Paris. Pour Olga, c'est mort pour elle de dire la vérité. Pour Béné aussi, d'ailleurs, elle valide ça. Ça me fait halluciner. Après, on dit que c'est mauvais, mais parce que au-delà du scénario qui est mauvais, il faut quand même bien mettre en perspective, c'est mal joué, c'est mal filmé, c'est mal cadré, c'est mauvais quoi. Même la musique est mauvaise. Et donc, si c'était que le scénario qui était mauvais, à la limite, on pourrait passer outre. Mais là, y a rien pour rattraper le reste quoi. Et c'est fou parce qu'on passe des sitcoms, justement, comme Franck vient de le décrire. Là, on est dans des situations réduites et les sitcoms sont aussi dans des lieux réduits. Sauf que là, on est en extérieur. On se dit que il y aura plus de balades, plus d'ouverture, de jeux avec les décors naturels. Il y en a, ça arrive bien plus tard, mais ça reste toujours très fade, quoi, et toujours très très mal fait. Je me suis dit que même les bruitages, ils sonnaient faux. Quand on les entend marcher, ce genre de choses, on entend que ça a été refait parce qu'on sait qu'ils ont besoin de les refaire en studio, mais que ça a été mal refait, quoi. C'est une catastrophe. Et c'est pas tout.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? J'ai fait une boulette. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai annoncé aux deux qu'ils étaient papa. Séparément, bien évidemment. Pourquoi t'as fait ça? Je savais pas lequel choisir. Et en plus, j'étais persuadée que l'un des deux ne voudra pas de cet enfant. Et bah, tu peux imaginer que c'est tout le contraire, ils sont tous les deux ravis. Bah t'es dans un sacré pétrin, là. Ah oui, Alors tu l'as là dit, tu l'as dit. Et en plus, tous les deux débarquent à Paris. Parce qu'ils ne veulent pas que je passe ma grossesse toute seule, ils sont gentils. Et moi, je m'en sors comment? Bah tu peux pas leur dire la vérité maintenant. Bah non. Et faire un petit test de paternité, c'est pas possible. Mais ça va pas ou quoi? C'est hyper dangereux pour le bébé, ça fait trop longtemps que je l'attends celui-là. T'es super mal là. Je sais pas quoi te dire. Le chapitre suivant, je l'ai baptisé Jeanne et le garçon pas formidable. Du coup, on retrouve Nicolas sur sa péniche en train de prendre des photos. Enfin, il a que cet endroit pour prendre des photos. Hein, donc... Ça doit être très beau en tout cas. Oui, ça doit être très beau, mais voilà. Je pense qu'en fait, de sa péniche, il doit voir le bar de Bénédicte. Je pense que les décors sont vraiment côte à côte les uns Oui, des c'est autres. vrai. Mais bon. Donc du coup, il est en train de prendre des photos, et d'un coup, donc une femme arrive en l'interpellant, et sans se retourner, il reconnaît sa voix, et l'appelle donc Jeanne. Il se retourne, il est donc ébahi de voir Jeanne, puisque dans la série précédente, Jeanne est censée être morte dans un accident d'avion. Alors, du coup, on sait que dans la série, elle n'était pas vraiment morte. Mais là, du coup, pour lui, elle était morte dans un accident d'avion. Donc, il est complètement troublé. Il se questionne sur sa disparition. Il essaye de lui poser des questions sur comment ça se fait. Voilà, et elle lui dit donc qu'elle était en prison. Donc, il essaye quand même de poser des questions comme pourrait se poser le spectateur, c'est-à-dire... Mais du coup, t'as pas fait directement tu t'échappes d'un accident d'avion, tu vas en prison. Tu aurais pu nous contacter. Et elle trouve, voilà. Et Elle aurait pu. Elle aurait pu. Mais c'est une option. Voilà, mais ça ne rentrait pas dans le scénario. Voilà, il fallait un peu trop pousser le scénario pour ça. Donc, du coup, elle lui répond une phrase complètement banale, voilà, pour pouvoir finir cette scène. Pour le coup, j'ai plutôt vu, comme je disais, la série précédente. Et normalement, ils sont censés être très amoureux, les deux. Donc, et d'ailleurs, ça va se voir après. Bah, ça s'entend dans la musique aussi, hein, qu'ils sont très très amoureux. Voilà. Parce que d'un coup, on est sur un truc. Donc, Je connais toutes par cœur à force. c'est le thème de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a 3 thèmes, hein, je pense, dans le truc. Donc là, c'est le thème. Ils sont amoureux, c'est celui-là. 3 thèmes et 3 notes. Donc voilà. Et donc, c'est malheureusement très mal joué sur la surprise. On peut imaginer que c'est potentiellement un des amours de sa vie qui réapparaît alors qu'il pensait qu'elle était morte depuis des années en plus. Parce que, comme tu l'as dit, ça fait 6 ans entre. Enfin, et en plus, elle meurt pas tout à fait à la fin de la série. Donc, ça fait au moins 6 ans qu'il l'a pas vue. Elle débarque à Paris comme une fleur. Et finalement, il est pas plus étonné que ça, quoi. Et elle, ça la dérange pas vraiment d'arriver comme ça, comme une fleur, et dire mais en fait, ça fait 6 ans que je t'ai pas parlé, je t'ai laissé croire que j'étais morte, et tout va bien. Il y a zéro émotion dans cette scène. Zéro. Oui, Solène. Même là, moi je me dis, il y a un problème dans le scénario, bon, on va le dire beaucoup, mais de dire elle a pas donné signe de vie. En fait, il y a plein d'histoires qui pourraient être écrites pour expliquer pourquoi elle a pas donné signe de vie, au-delà de j'étais en prison. Enfin, j'étais en prison, t'es vivante, t'as un téléphone, enfin, tu peux quand même faire quelque chose, quoi. Enfin, tu pourrais très bien dire qu'elle était amnésique, enfin, je pense que des trucs de merde, il aurait pu en inventer. Ils l'ont quoi. déjà fait. Ah, bah voilà. C'était Hélène C'était qui ça. était amnésique, parce qu'à un moment, ils ont réussi à faire revenir Hélène. Alors, Ah, le coma. Elle s'est réveillée Et du pour coma. la petite histoire, Jeanne aura une amnésie dans les saisons 29 ou 30. Elle va devenir amnésique plus tard, vous inquiétez pas. ah bah c'est un trope scénaristique très utilisé par Jean-Luc Azoulay. Hein, ce personnage doit disparaître, il va devenir amnésique. Hop, ça y va. Puis dès que les acteurs ont plus d'argent, ils reviennent en disant ah bah j'étais morte, dommage, fais-moi revivre. Mais on t'a vu mourir tué par des balles devant tout le monde. Non, mais c'était pas vraiment moi. J'avais un gilet. Voilà. C'est vrai que des incohérences scénaristiques, de toute façon, vous allez en relever un paquet, ou du manque d'explication et d'application dans ce qu'on raconte. Il y en a un paquet, quoi. Vous voyez, on n'est même pas à 5 minutes de pilote et vous en relevez déjà plusieurs. Donc, Oui. Et ce n'est que le début. Le chapitre suivant, je l'ai baptisé « Cri-cri d'amour fait des compos bien pourris ». On rejoint l'appartement du couple Christian et Angèle avec un cri-cri à la mèche rebelle qui fait des pseudo-compos avec une guitare branchée à son casque pour ne pas déranger sa chérie qui dormait. Sa chérie Angèle le rejoint dans le salon alors qu'on apprend qu'il n'a pas dormi de la nuit. Il n'a pas l'air en grande forme, hein. Le cri-cri, Angèle lui a préparé son petit déjeuner. Alors gardez bien ça à l'esprit les amis, chez Azoulay, sont toujours les femmes qui préparent le petit déjeuner. Toujours. Oui, bah oui, c'est pas surprenant. C'est la bonne place des femmes. Angèle doit filer au taf. Pas le temps d'écouter tes compos, chérie. Cricri lui dit qu'il doit aller en soirée pour toucher une somme énorme.
150 €. Et on apprend que dans le couple, c'est Angèle, sa compagne, qui prend un max de thunes et prend soin d'un Christian de plus en plus gêné de vivre à ses crochets. Angèle, elle est certaine que Christian va percer, mais lui n'y croit plus. Il a bien raison de ne pas y croire. Surtout quand tu vois la mèche rebelle. Et, voilà. Et à la fin de la scène, et le cri-cri, il est en mode autoflagellation. Il joue toujours comme ça. T'es jeune, t'es belle. Mais qu'est-ce que tu fais avec un vieux comme moi? Voilà. Je comprends pas qu'il t'ait pas encore embauché, Junior. Hein. Je peux jouer dedans, ouais, en effet. La scène se conclut sur un moment extrêmement sensuel, un gros roulage de pelle bien gênant pour conclure le tout. Et Angèle va bosser dans la foulée. Que retenir de cette scène, Franck? Comme tous les pilotes, c'est un moment d'exposition, donc ce que je retiens, c'est que Christian va pas bien et Angèle est très, enfin, et lui, et les deux sont très amoureux l'un de l'autre. Voilà, c'est à peu près ce qu'on veut comprendre. C'est fait avec des très gros sabots pour bien qu'on comprenne, pour être sûr que voilà. Elle a l'air toute gentille. C'est ça, elle a l'air toute gentille, toute douce. Alors peut-être qu'après il va avoir un rebondissement et ça va changer. Sait-on jamais. Peut-être. Solène. J'ai encore écrit Burke quand ils s'embrassent. Et alors, on le verra dans la suite du pilote, mais moi j'ai commencé à écrire problème d'argent pour cet homme qui pose souci dans son couple. Il va peut-être falloir revoir la masculinité toxique de ce personnage, mais on en reparlera dans les prochaines scènes où il parle de ses problèmes d'argent. Moi, je me suis dit que c'était quand même bien dommage pour tous ces garçons qui faisaient partie d'un groupe de rock au lycée de ne pas avoir percé, parce qu'apparemment, ils ont tous besoin de thunes. Hein. Nicolas avec les photos, Christian qui est à la rue. Et il va peut-être falloir retourner dans le garage pour faire des compos. Je suis même certain que c'est ce qui a poussé tous les comédiens à revenir, la thune. Ah oui, bah oui. Vous parliez de musique, juste pour glisser cette info, celui qui gère toutes les compos musicales, c'est Gérard Salès. C'est toujours le même compositeur historique qui travaillait déjà sur toutes les sitcoms, toutes les productions de Jean-Luc Azoulay, des musclés aujourd'hui, et c'est aussi un des compositeurs du Club Dorothée. Donc c'est toujours le même qui est derrière toutes les musiques que vous entendez. Enfin toutes, on entend 3 fois les mêmes quoi. Oui, mais c'est lui qui les a faites. Pardon pour ce monsieur qui travaille sûrement très dur. Voilà, ça c'est dans la face, prends bien ça dans ta tronche. Alors, t'as encore fait un tube cette nuit? Ah ça j'en sais rien, tu veux écouter? Oh, j'ai pas le temps maintenant. Ce soir? Ouais, ce soir, c'est pas sûr que je sois là, j'ai une soirée. Super. Tu me diras où je t'en rejoins là-bas. Bon, c'est une soirée privée. Pas terrible, mais bon, c'est payé 150 €, alors tu vois. Oui, je vois. Écoute, j'en ai marre de vivre à tes crochets, faut vraiment là que je gagne du fric. Bon, d'abord, tu vis pas à mes crochets, j'investis sur toi. Ça n'a rien à voir. Et quand tu seras riche et célèbre, tu me le rendras au centuple. Riche et célèbre. Ouais. Si ça arrive un jour. Mais ça va arriver. Parce que t'as du talent. Ouais, ça fait 20 ans que je me répète ça. Et tu vois, là, je commence vraiment à en douter. Arrête de dire des bêtises. Bon, j'y vais. À ce soir, t'oublies pas de m'appeler, hein. Et repose-toi quand même un peu. On retourne sur la péniche de Nico. Alors oui, du coup, on retourne sur la péniche de Nicolas, où on retrouve donc Nicolas et Jeanne qui sont toujours en train de discuter. Donc Nicolas essaye toujours d'avoir des informations sur « Mais pourquoi Jeanne ne m'as-tu rien dit alors que tu as disparu et que j'étais très peiné ?» Et elle explique donc qu'elle s'est sacrifiée pour aller en prison pour son frère, parce qu'elle avait rien à perdre d'aller en prison alors que son frère avait déjà une famille. Nico lui dit quand même, il y a quand même des gens qui s'inquiétaient pour toi. Et dans le fond, on entend une sirène de police, et là, elle est apeurée tout à coup. Et donc Nicolas la rassure en lui disant « Ne t'inquiète pas, il y a un commissariat pas loin, donc c'est comme ça toute la journée. » Voilà. Et il est un peu intrigué de pourquoi elle a peur. Elle dit « Mais tu sais, la prison, ça change les habitudes. » La subtilité, toujours. J'adore parce que Nico, il répète pour la 2e fois dans cet épisode qu'il s'est remis avec Hélène parce qu'il croyait que Jeanne était morte. Ça fait 2 fois qu'il le dit. Et j'adore la fin quand Nico la mate en mode croque-love. Je suis trop content de te revoir. Ah oui, on sent que s'il pouvait l'emballer sur sa péniche, il le ferait direct, quoi. Un jour, faudra qu'on parle de l'élocution de Patrick Puydeba, d'ailleurs. Solène. Oh bah moi j'ai rien de plus à dire sur cette scène. Hein, Il y en a qui veulent vite finir l'épisode. Bon, on va enchaîner. Non, alors c'est pas ça, c'est que pour être totalement transparente, moi j'ai quand même noté qu'il y avait 25 scènes, dont beaucoup qui ne servent à rien, dont celle-ci. Eh ben on enchaîne. Chapitre suivant. Les enfants, c'est merveilleux, c'est ce qu'il y a de plus formidable. C'est vraiment génial. On se retrouve au resto avec Bénédicte et Olga qui parlent des enfants, et Bénédicte qui parle de sa fille Léa, qui est actuellement en Suède chez son père. J'avoue que j'ai pas noté le nom. C'est Jimmy. C'est Jimmy. Jimmy du Watersport. Je savais bien que vous alliez savoir, Jimmy. Et en fait, ce genre de choses, on l'a un peu dans tout le pilote. C'est l'occasion
l'occasion de replacer les personnages des anciennes séries pour savoir où ils en sont et pourquoi est-ce qu'ils sont pas là actuellement, mais ça veut pas dire que on les retrouvera pas dans de futurs épisodes, j'imagine. Et donc là, Olga explique à Bénédicte qu'elle va chercher Antonio à l'aéroport. Sur ce, quand Olga s'en va, José, le portugais, arrive et lui parle de son ex qui est à Dubaï. Moi, j'ai noté qu'il s'appelait Peter Watson, Tout à fait. Ok, c'est ça. Ça a été un des antagonistes de la série précédente, un des grands antagonistes qui D'accord, ok. a causé de moult problèmes. Qui est riche, qui a plein de thunes et qui leur a permis de vivre dans la maison dans laquelle tous les personnages d'Hélène et Garçon, les personnages historiques, vivent aujourd'hui. Ok, mais on sent que José l'apprécie pas trop. Enfin, n'apprécie ni Olga, ni son ex Peter Watson, là. Donc, Olga s'en va. José dit à Bénédicte, méfie-toi de cette fille, je l'aime pas, on ne change jamais, nanana. Et Bénédicte lui dit, oui, bon, allez, tu me saoules, va te checker les toilettes, il y a un problème dans les toilettes du restaurant. Et voilà. J'ai noté, José casse du sucre sur son dos, Oui. qu'elle aille boire son café ailleurs. Sucre, café, bon bref. Est-ce que ça vous a fait rire? Ta blague? Non, la Parce scène. que j'allais dire plus que la série. On s'en fiche de ma blague, la scène. Oh, rire, non. Ouais, moi j'ai bien aimé, c'est un grand mot, mais que du coup José en fait aussi, qui replace le personnage et en fait il y a dans tout le pilote il y a des tentatives que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est qu'il y a des tentatives d'expliquer les choses et de dire c'est normal en fait que José il aime pas Olga et son ex-mari, ils les ont fait chier pendant toute, enfin à partir, je crois qu'il arrive à partir de la saison 4 et jusqu'à la fin. Peter Watson c'est le grand méchant du truc. Donc et elle, alors je sais plus quel rôle elle a, machin, si elle est gentille ou si elle se fait manipuler par le gars, enfin bon, mais mine de rien c'est quand même son mari, donc elle lui trouve des qualités. Et c'est normal en fait que lui, voilà, ça c'est un des rares moments où en fait où c'est normal. Ce qui se passe dans la série, c'est que en fait il y a un mec qui a essayé littéralement de les tuer, hein, c'est-à-dire que je pense qu'il a pour essayer de tuer tout le monde, Peter Watson dans la série, et que José, quand Olga arrive, il trouve que c'est une connasse. C'est normal. Se dit en passant, elle a voulu tuer tout le monde, mais il a pu avoir Hélène quand même dans son lit. Oui, Solène? Maintenant que tu dis ça, je peux comprendre qu'ils sont en colère, mais du coup, c'est encore un problème de scénario. Ils auraient pu l'exprimer. En fait, José pourrait l'exprimer à Bénédicte en lui disant, plutôt que de dire juste je l'aime pas, de dire mais souviens-toi quand même ce qu'ils m'ont fait. Ils ont essayé de nous tuer, machin. Enfin, juste en 3 phrases, on comprendrait pourquoi il a autant de colère contre cette personne, alors que là, c'est juste une femme enceinte qui a le choix entre 2 parents et qui sait pas trop quoi faire de sa vie, quoi. Mais parce que quand tu regardes, tu dois connaître les 8653 épisodes par cœur. C'est ça. Voilà. C'est un immense bordel, hein. Il n'y a que Azoulay qui s'y retrouve, et c'est pour ça qu'il écrit tout seul. Aujourd'hui, à 76 ans encore, il écrit toujours tout seul. Donc c'est vraiment impossible de connaître tous les axes et tout. C'est pire que le MCU. Hein. Bon, je vous propose de retourner à l'appartement de Christian et d'Angèle. Et on est dans une scène où on dirait qu'il s'ennuie seul chez lui avec son petit café. Il reçoit un appel et c'est un certain monsieur Mario qui réclame sa thune. Il finit par raccrocher au nez de Christian après avoir lancé une menace de lui prendre son matos s'il lui rendait pas son argent. Je dois vous préciser que chez lui, Cricri donc a une guitare, un clavier et qu'il stresse qu'on lui vole son matériel pour composer de la musique. Du coup, pour se détendre, il va ouvrir une petite bouteille de vodka et se mettre à picoler. Mais même là, jouer quelqu'un qui boit de la vodka pure, je pense que c'est pas très difficile parce que là, on a juste l'impression qu'il est en train de boire de l'eau, quoi. Alors après, j'ai jamais été alcoolique, donc je sais pas si à un moment donné, on boit de la vodka comme on boit de l'eau et qu'on fait plus de grimaces, mais de la vodka pure qui doit sûrement être du premier prix en plus. Et il doit être genre 8h du matin en plus. Hein. Oui, parce qu'elle vient de partir bosser, donc le mec a pas dormi de la nuit. Donc il suffit pas de grand chose. On rigole de Marion Cotillard qui meurt mal dans Batman, mais là, ne pas savoir boire de la vodka, quand même quoi. Il sait même pas jouer le mec bourré. Faut quand même le dire. Il grimace même pas. Ça y est, je l'ai. Je l'avais oublié dans le lit. Au revoir, chérie, à ce soir. Au revoir, madame. Fais pas cette tête-là, je me doutais bien que t'étais pas tout seul. Un beau garçon comme toi. Enfin, quand je dis que c'était une copine, c'est que c'est pas sérieux, quoi. Bien sûr. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir. À une prochaine fois. Bah attends, parle pas comme ça, j'ai même pas ton téléphone, je sais pas comment te joindre. J'en ai pas pour l'instant. Puis je te tiens au courant, de toute façon, je sais où t'habites, là. Bon, attends, prends bien quand même, hein. Comme on dit, on sait jamais. Merci. Je t'accompagne.
comme nous l'avons tous dit ici, on fait beaucoup d'allers-retours dans ce pilote, donc rebelote, retour sur la péniche de Nico. Ah, avec une des scènes qui doit être, je pense, la plus longue de tout l'épisode, et elle doit bien durer 2 minutes. Donc on retrouve Nicolas et Jeanne qui se sont enfin décidés à descendre dans la péniche et s'asseoir, et ils parlent de leur ancienne histoire d'amour, voilà, tout va bien, hein, ça fait 6 ans qu'on s'est pas vus, et on va se rappeler que on s'est chopé il y a 6 ans, tout va bien. En même temps, il y a quand même des petites tentatives de drague, en tout cas au moins du côté de Nicolas, on sent que il est toujours attaché à Jeanne, et que si elle lui dit oui, il s'envoie sur sa petite banquette. Et à ce moment-là, Ingrid arrive parce qu'elle avait oublié son portable. Quel manque de chance. Et du coup, elle voit quand même une femme, alors ça ne gêne absolument pas Nicolas, qui lui présente une amie, alors qui est quand même plus ou moins un des amoureux de sa vie, mais il la présente comme si de rien n'était. Elle, donc Ingrid, va chercher son portable. Elle montre bien qu'elle est allée chercher son portable dans le lit, parce que c'est bien mon copain, donc j'insiste bien. Et elle s'en va, du coup là, donc, lui dit au revoir. Et à ce moment-là, du coup, Jeanne lui dit qu'elle va partir aussi. Il insiste pour lui donner son numéro de téléphone au cas où s'il y a un problème. Elle n'a pas de téléphone, parce que en 2011, à Paris, les gens n'ont pas de téléphone portable. Non, mais elle vient de sortir de prison. Voilà. Alors d'ailleurs, on se demande comment est-ce qu'elle l'a retrouvé. C'est pas évoqué dans le truc, mais comment est-ce, parce que le mec habite quand même sur une péniche. Alors que la dernière fois qu'ils se sont vus, ils étaient sur une île de l'autre côté du monde. Comment est-ce qu'elle arrivait à le retrouver là ? On ne se pose pas la question. Voilà. Donc il lui donne son numéro de téléphone. Il lui dit quand même que Ingrid, elle est là, mais que, c'est pas vraiment une vraie histoire. Hein. C'est juste un plan cul. Voilà, ça fait 3 mois qu'ils sont ensemble, comme il l'a dit au début de l'épisode à José. Mais s'il peut récupérer Jeanne, il va dégager Ingrid illico presto. Voilà, encore des bonnes mœurs pas du tout de masculinité toxique, du tout. Bravo Jean-Luc. Et donc là, il la raccompagne sur le petit chemin là devant la péniche, et tout à coup, sans aucune raison apparente, voilà, elle est poursuivie par des gars qui sortent de leur voiture, donc ils sont habillés tout en noir, cuir noir, voilà, parce que c'est des méchants, donc il faut bien qu'on comprenne que c'est des méchants. Voilà. Voiture noire. Voilà, grosse voiture noire, 2 gars qui sortent, qui la poursuivent. Nicolas, du coup, quand même, s'interpose, il essaie de rattraper le gars. Il lui fait une prise pour l'immobiliser. Le deuxième gars arrive et il sort un pistolet. Bon, du coup, il est quand même pas con, donc il les laisse partir. Et la voiture continue, d'accord, pour poursuivre Jeanne. Et il note le numéro de la plaque. On entend qu'il dit le numéro de la plaque, mais ça ne resservira absolument jamais dans l'épisode. Mais il a quand même un réflexe malin de dire je vais noter le numéro de la plaque, mais jamais je m'en sers. Alors pourtant, à un moment, il va avoir affaire à la police, mais voilà, juste la scène se termine comme ça. Pour qualifier les personnages de LMA, des Mystères de l'amour, comme étant intrépides, j'ai jamais vu aussi lourd. Vraiment, c'est pathétique. Solène. Pathétique, c'est le mot. Non, moi, je veux revenir sur la partie où Ingrid arrive sur le bateau et qu'elle est en mode oh mon chéri, oh bisous bisous, pour vraiment montrer que c'est son homme, quoi, et que vraiment elle a mis le grappin dessus et personne n'y touchera. Personne n'est dupe, surtout. Mais bon, apparemment, elle joue la comédie. Elle exagère un peu, ouais, en effet, les contacts. Elle se pavane un peu. D'ailleurs, Jeanne ne la calcule même pas. Elle lui dit même pas au revoir. Oui, c'est ça. Et moi, ce que j'ai noté quand il donne son numéro, c'est qu'il avait déjà tout prévu, parce qu'il prend même pas le temps d'écrire son numéro sur un papier. C'est que le papier était déjà prêt à l'emploi, quoi. Comme s'il y avait n'importe qui venait et hop. Et on ne sait jamais. Il y a toujours des meufs qui arrivent chez lui. Hop, il faut avoir ton numéro prêt. Mais il faut que vous sachiez quand même que Franck, il sait déjà, puisqu'il a vu un peu plus loin. Nico, tout le monde veut le pécho. Hein. Bah oui, mais c'était le beau gosse d'Hélène et les garçons. Hein. Voilà. Et tout le monde veut son sperme, Solène. C'est surtout ça qu'il faut savoir. Juste pour rebondir dessus, parce qu'il y a un épisode que j'ai vu, et j'avoue que quand j'ai appris que cet épisode, c'était un petit moment déjà, ça fait quelques années, mais que quand il est sorti, quand ils ont annoncé, c'était un gros événement, il y a eu quand même du coup des scènes homosexuelles entre Nicolas et José, et j'avoue que j'ai regardé exprès cet épisode parce que je me dis mais comment est-ce qu'ils vont faire ça, et cet épisode, il est extraordinaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu là, d'accord, il joue toujours pareil, d'accord, mais il y a des allusions lourdes pendant tout l'épisode, et franchement, c'est à mourir de rire. C'est vraiment extrêmement drôle. Je l'ai pas vu celui-là. Ah, il faut le regarder. Oh, Junior, c'est décevant. Il y en a plein des épisodes What the fuck, hein. Il y en a plein. Je vous invite à retourner au resto de Béné
Et ben c'est là qu'on y retourne, mais surtout qu'on n'aura plus jamais envie d'y manger, puisque José sort des toilettes avec des gants très sales et Des gants Mappa. voilà, et qui sont littéralement dégueulasses. Et il n'a pas de problème à les enlever au niveau du bar, sous les verres tout propres que Bénédicte a dans les mains. Elle récupère les gants alors qu'elle tient des verres propres, qu'elle range tranquillement. Elle va pas se dire je vais relaver les verres. Alors moi c'est ça qui m'a le plus choqué dans cette scène, c'est les problèmes d'hygiène dans ce restaurant. Mais bon, passons à autre chose. Elle l'envoie en terrasse parce que y a une table qui s'est installée, enfin il y a des personnes qui se sont installées, et donc là José va en terrasse et découvre 4 minettes qui n'auront pas plus d'une réplique dans cette scène, enfin pour une des filles qui aura une seule réplique, parce que José tient la parole tout seul en fait. Il arrive à faire la discussion tout seul, à essayer de deviner d'où elles viennent, parce qu'on les entend juste rire comme ça. Voilà, c'est tout ce qu'elles feront de toute la scène. Tout ça pour arriver à dire qu'elles viennent d'Afrique du Sud, et là il sort une des super répliques de « Ah mais l'Afrique du Sud, j'ai trop hâte d'y aller pour voir les kangourous MDR ». Oh là là, le lourdeau quoi. Mais grave, le fait de le faire passer pour un idiot avec cette blague complètement ratée ne suffit pas à rattraper ce que j'ai noté. Jean-Luc Azoulay a écrit « José drague des filles, drague 4 filles étrangères, super mignonnes, qui rient toujours comme des bécasses ». Voilà comment moi je l'ai perçu. C'est ce que j'ai noté. J'ai marqué, elles rigolent comme des bécasses. Mais elles ne font que ça. C'est ça. C'est-à-dire que, c'est des midinettes qui rigolent. En plus, c'est vraiment l'image des filles qui est horrible, quoi. Enfin, moi, c'est ça qui me dérange aussi. Hein. C'est qu'en fait, des filles qui sont pas capables d'aligner 3 mots et qui sont juste là. Mais en plus, elles doivent avoir 15 ou 20 ans de moins que lui, quoi. Non, mais c'est ça. En plus, c'est que le mec, il est pédophile, quoi. Il doit avoir 60 ans et que là, elles doivent avoir 16 ans, les meufs. Alors, mais c'est bon, une indication pour toi, Solène. Tiens. Tu devines qui est la femme de Jean-Luc Azoulay ? Je sais pas si tu as cette info. Non, je sais pas. C'est celle qui joue le rôle de Jeanne, Isabelle Bouis. Ah, c'est sa femme. Ouais. Ah oui. D'accord. Voilà, donc du coup, il adore cette thématique de faire sortir des hommes d'un certain âge avec des femmes plus jeunes. Ah bah oui. Mais il fait aussi l'inverse. Il fait aussi l'inverse des femmes qui sortent avec des gamins, quoi, des espèces de milf ou cougars. Ouais, parce que c'est de la cougar, quoi. Donc c'est excitant pour les vieux mâles. Sacré Jean-Luc, toujours une main dans le slibard quand il écrit ses scénars. Donc, et encore, c'est pas la scène la pire. Hein. J'ai baptisé toute cette partie-là qu'on vient d'évoquer. La drague et la délicatesse de José sont toutes bonnes pour les chiottes. Oh, j'adore l'Afrique du Sud. C'est magnifique. Je rêve d'aller là-bas depuis toujours. Johannesburg, le Cap, les kangourous. Il paraît qu'il y a plein de kangourous, j'adore. Ouais. Ah non, c'est l'Australie, les kangourous. Mais je suis bête. En tout cas, je vais vous dire un truc, les filles. Vous êtes très très mignonnes. Hein. Moi, c'est José. Et vous ? On retourne du côté de chez Christian, qui est affalé sur sa table, dans la salle à manger, en train de finir sa bouteille de vodka pure. Il dit qu'il va devenir une star, et il dit à sa bouteille « Je vais te chercher ta sœur ». Il est complètement bourré. Hein. Après avoir fait un bisou à la bouteille, il va chercher une autre bouteille. Donc, il se lève, mais il se casse la gueule en disant « Il a raison, Galilée, la Terre, elle tourne. Hein. » Et voilà. Pardon, c'est tellement naze. Angèle, de l'autre côté, appelle son Cricri, car elle est inquiète. Cricri décroche et prétend être fatigué et dit qu'il a dormi, alors qu'il a juste picolé. La scène se poursuit et on prend la direction du boulot d'Angèle, qui vient d'appeler son mec et voit débarquer comme ça dans son bureau son patron qui prend même pas la peine de frapper à la porte. Et le boss balance « Alors, encore en train d'appeler votre mec, hein ?» Il dit qu'il a tout entendu derrière la porte et le boss enchaîne comme si de rien en disant « Vous êtes de plus en plus mignonne ». Puis il demande à Angèle de le rejoindre dans son bureau et surtout, n'oubliez pas votre bloc-notes. Alors ça sent le traquenard et le gars arrive à jouer encore plus mal que tous les autres. Je trouve que le mec, il joue plus mal que ceux d'avant, ce qui est pas une mince affaire hein, quand même, mais lui il joue vraiment très mal quoi. Je vous propose de retourner au resto. On fait toujours les mêmes endroits, vous verrez. Hein. On retrouve Béné et José. Alors nous revoilà au resto, parce que Béné galère parce que José est en train de draguer mais qu'il a toujours pas pris la commande de ces 4 demoiselles sud-africaines. On l'entend essayer d'aligner 3 mots d'anglais en disant « Ah, je vais vous faire visiter Paris and we make la fiesta ». Ouais, c'est ça, Super. On va faire la fiesta ailleurs. Bref, et donc Béné l'envoie s'occuper de d'autres personnes qui sont arrivées en salle en attendant. Et elle discute avec les 4 filles, enfin elle discute très brièvement, elle prend leur commande et la sud-africaine, la seule qui a une réplique, lui dit « Ah on nous avait dit que les Français étaient dragueurs et là Béné lui dit « Ah oui, mais là vous avez la perle rare, hein, the best !» avec cet accent exactement. Voilà. Drague lourde, acte 25, de la part de José. Franck, une chose à dire ?
Ouais, non, on reste dans la caractérisation des personnages. Voilà, je pense que là, on se rapproche le même type de caractérisation que dans Windows Stress. Hein. C'est-à-dire qu'on pousse à mort pour montrer, regardez, José, c'est un dragueur et il est lourd. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas avec cette scène, enfin avec toute la scène avec les Sud-Africaines, c'est que littéralement, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'intrigue autour de ça. C'est juste pour nous montrer à quel point José fait de la drague, que c'est un forceur, mais qu'il n'y arrive pas. Alors que j'imagine, dans le reste de la série, on peut avoir d'autres moments qui amènent ce trait de caractère du personnage sans avoir besoin de nous rajouter 2 scènes qui ne servent strictement à rien, puisque ces Sud-Africaines, on ne les reverra jamais, qu'il ne va rien se passer, et fort heureusement, puisque la différence d'âge est trop importante. Enfin, vraiment, ça ne sert à rien. Mais les épisodes doivent durer 40 minutes. Oui. Il faut... À l'époque, hein, parce que ça s'est rallongé. Aujourd'hui, on tend plus vers du 54-55 minutes. Ouais. Oh mon Dieu, oh, mon Dieu. Et ce que tu viens de décrire, Solène, c'est Jean-Claude Duss en fait. Il essaye de faire du second degré, une touche comique, mais ça ne prend pas quoi. Jean-Claude Duss est beaucoup plus drôle. Oui. Pas photo quoi. Tu parlais de caractérisation, Franck. Le chapitre suivant, justement, c'est une tentative de viol caractérisée. C'est comme ça que je l'ai baptisé. Je suis un peu troublé parce que cette scène, elle est horrible, je vous préviens. Oui. On est dans le bureau du patron d'Angèle qui briefe son employé sur un mail à envoyer, et quand elle pense que son boss a fini et qu'elle est sur le point de partir, elle est debout et lui assis. Le patron se lève de sa chaise, approche Angèle de beaucoup trop près et lui propose de dîner avec lui. Elle refuse, elle dit être en couple et vivre avec quelqu'un. Le patron comprend pas et lui dit « C'est quoi le souci, je vous plais pas ? Mais meuf, tu viens avec un alcoolo que t'entretiens, tu mérites mieux que ça. » Angèle répond « Il ne boit plus et ma vie privée vous regarde pas, je le répète. » Je le répète, déjà ça a pas l'air d'être la première fois. Le patron lui demande « Mais t'es jeune, tu veux pas des robes, des bijoux, faire des voyages ?» Elle dit qu'elle a ce qu'il lui faut, mais le patron agrippe son employé. « Je vais te montrer ce que c'est un homme, un vrai. » Il ne lâche pas Angèle, qui lui demande de la lâcher. Elle lui met une énorme baffe et dans la foulée, Angèle continue de dire non. Le patron la vire, mais lui dit non, c'est moi qui me casse de toute façon. Et le patron ne se gêne pas derrière, évidemment, de la traiter de salope, alors qu'Angèle se barre définitivement. J'aimerais beaucoup entendre, évidemment, regard là-dessus, Solène. Tout est problématique dans cette scène. Heureusement, aujourd'hui, on est capable de mettre les mots dessus en disant que c'est une tentative de viol, mais en fait, le problème, c'est que c'est écrit par un vieil homme qui a des fantasmes qui sont totalement dictés par une société patriarcale. Et c'est pas possible de faire ce genre de scène sans derrière rebondir dessus, en fait. Enfin... Il pourrait y avoir la scène, mais où derrière, après, on suit Angèle, même si à la limite, elle en parle pas tout de suite, etc. J'imagine, malgré tout, que dans aucun épisode, on reviendra sur le fait qu'elle vient de subir une agression, que son patron lui fait du harcèlement au travail, du harcèlement sexuel, parce que dans une prochaine scène, on va juste dire « Ah, il continue de te draguer ?» Bah non, c'est pas de la drague, en fait, c'est littéralement du harcèlement, et c'est juste écrit par un vieux mâle qui assouvit ses passions et ses pulsions en mettant ces personnages dans l'embarras, quoi. Et plus que dans l'embarras, même dans des situations très compliquées. Je te laisse deviner comment il résonne aujourd'hui à 76 ans. Et moi, ce qui me frappe quand on regarde les épisodes, peu importe la dose de second degré qu'il tente de mettre dedans, il a un vrai problème avec le consentement, ce mec-là. Hein. Il y a des forceurs et des forceuses du côté des personnages masculins et féminins. C'est vraiment déroutant. Dans toutes les scènes, même dans des prochaines scènes du pilote, j'y reviendrai, où clairement, il y a encore des agressions sur cette même actrice en plus. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a fait à ce monsieur? En tout cas, elle a dû lui taper dans l'œil, malheureusement pour elle, pour avoir à subir ce genre de scène en tant qu'actrice, et pour que son personnage subisse aussi ce genre de choses, quoi. Ce qui est aussi dramatique, c'est que du coup, comme tu le disais, Solène, qu'il y ait une scène de harcèlement, enfin ou une scène de harcèlement ou d'une tentative de viol, ça pourrait être enfin un truc un peu intéressant et dire après on va travailler là-dessus et on va le montrer. Mais comme tu disais, la manière dont elle va rebondir, alors qu'elle vient de subir ça, les deux rebonds qu'elle a, c'est-à-dire le premier réflexe qu'elle a, qu'on va voir donc juste après, donc alors il y a un, c'est de rentrer chez elle, donc ça va. Bon, a priori, on a plutôt envie d'être dans un endroit qui nous rassure. Mais on va en parler dans pas longtemps, mais ce qu'elle fait après quand elle a rencontre avec Christian, enfin quand on retrouve Christian, et ce qu'elle fait après, du coup, parce que maintenant elle a plus d'argent et qu'elle a démissionné, ça n'a aucun sens logique
avec le fait que là, elle vient de subir une tentative de viol. C'est-à-dire que, en fait, la tentative de viol, c'était pareil que si il lui avait donné une tape sur la main, quoi. Et pour elle, enfin, en tout cas pour ce personnage, ça correspond à la même chose, dire bah en fait non, tu m'as pas prêté tes crayons, bon bah du coup je me casse, quoi. Donc il y a vraiment aucun truc. Alors il y a un truc qui n'a vraiment aucun rapport, mais sur lequel j'ai focalisé pendant cette scène, ça n'a vraiment aucun sens. J'ai peur. Mais dans le décor derrière, d'accord, il y avait une trace de cadre qui a été enlevée. Et en fait on le voit et c'est vraiment dégueulasse, c'est-à-dire qu'on voit vraiment la trace du truc, dire putain mais vous auriez pu repeindre le bureau un peu, ou je sais pas ce qu'il y avait comme cadre avant, mais le cacher. Pas assez de budget. Voilà, et je sais pas si c'est le cadre, parce qu'il y a un cadre en dessous, alors je sais pas si c'est le cadre qui est tombé, qu'ils ont essayé de cacher, mais en fait du coup j'ai vu ça mais complètement par hasard, et du coup j'ai focalisé dessus, et ça m'a fait rire, sans aucune raison. Mais Je crois qu'on découvre un trait de caractère de Franck qui est un peu comme David Beckham et qui aime bien les choses bien rangées, bien propres, bien... Non? Oui, c'est possible, voilà. Mais là du coup, je me dis bon, en plus c'est-à-dire que vraiment c'est ce qu'on voit à l'écran, je dis, mais faites un effort quand même, putain, les décors déjà qui sont dégueulasses, mais c'est au moins qu'ils soient propres, quoi. C'est Ouais, totalement très, très... cheap. C'est pathétique. Je me suis posé une question pour la scène suivante, mais pourquoi Nico prend des photos torse nu sur le ponton de sa péniche? Mais parce qu'il est bien gaulé, et c'est le seul mec qui est bien gaulé. Bah, c'est le mec qui est le mieux gaulé de la... Décris-nous la scène, je reviendrai sur le fait qu'il soit bien gaulé. Donc Nicolas est donc torse nu, en train de prendre des photos, donc les mêmes types de photos que tout à l'heure, hein. Rappelons que dans la scène précédente, son ancienne copine, d'accord, s'est fait pourchasser par des gars, et le mec est peinard en train de prendre des photos. Torse nu donc, parce que du coup ça a l'air de le détendre, donc il n'a aucun sens avec ce qui s'est passé juste avant. Je sais pas, moi je serais alarmé, j'essaierais de savoir où est-ce qu'elle est, de la chercher. Non, le mec prend des photos torse nu donc. Les deux voyous du coup de tout à l'heure reviennent, parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver Jeanne, hein, parce que dans une scène qu'on n'a pas vue, elle s'était bien cachée dans des fourrés, avec un petit regard sur Nicolas en disant mais qu'est-ce que j'ai fait à cet homme? Et donc ils reviennent, Nicolas du coup quand même, pas trop con quand même, prend une barre de fer, en disant vous essayez de me chercher, voilà, je vais essayer de faire, je vais vous accueillir avec ma barre de fer, mais les deux autres, parce qu'il avait oublié, hein, depuis la scène précédente, qu'en fait, eux, ils avaient des armes à feu. Donc ils reviennent, et donc ils ressortent ses armes à feu, donc lui, tout seul avec sa barre de fer, il fait moins le malin, et en disant, mais en fait, je sais pas où elle est, quoi. Je peux rien vous dire, je sais pas où elle est, donc je peux pas vous aider, je viens de la retrouver, donc j'ai aucune aide à vous apporter. Voilà comment se termine cette scène. Et non, elle se termine pas comme ça, la scène. Si, parce qu'après, du coup, il y a, ça recoupe, où on revoit... Ah oui, c'est vrai, fait, pardon. Tu sais, il pointe le flingue oui, sur vrai, Nico, pardon. et puis cut, c'est brutal. juste qu'il faut avoir des cuts très utiles. C'est ça. Pardon. Je l'ai noté je sais pas combien de fois, ça, 5 ou 6 fois. Scène, cut, brutal. Aucun sens. Alors peut-être que c'est un moment où il y a une pub. En fait, parce qu'on a eu la chance de le regarder sans pub, heureusement, parce que sinon sur MyTF1, on aurait eu autant de temps de pub que de temps de série. Mais c'est peut-être un moment où du coup il y a une pub, et là, on se dit, s'il y a une pub, ça fait un petit suspense. Nicolas va-t-il mourir sur le premier épisode de cette série? Mais t'inquiète, il va revenir à la vie. D'ailleurs, un grand merci à la personne qui a permis d'avoir toutes ces infos et qui a permis d'avoir l'épisode sans pub. Je l'embrasse. Voilà, cette personne se reconnaîtra. Christian, pourquoi? Je suis une merde, j'ai craqué. Ouais, mais pourquoi? Je sais pas. Enfin si, le magasin m'a appelé. Ils vont me reprendre le matos. Je leur dois plein de fric. J'ai jamais payé. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Moi, je voulais pas t'emmerder avec ça. Puis je pensais m'en sortir avec les gars là, à la tournée, tout ça, mais tout s'est annulé. Alors, je me retrouve à la rue. Et ils vont tout me reprendre. Mais t'aurais dû me le dire, je me serais débrouillée. Ouais, oui, et puis j'aurais continué à vivre à tes crochets, comme d'habitude. Mais tu vis pas à mes crochets. Je t'aide, c'est tout. Solène. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que Nicolas, on le sait, enfin, en tout cas, pour ceux qui connaissent un peu, dans Hélène et les garçons, c'était le beau gosse, quoi. C'était vraiment le mec du lycée que tout le monde voulait avoir, et j'imagine que ça a été le cas dans toutes les séries qui ont suivi, et dans celle-ci aussi. Mais alors, par contre, moi, je serais Jean-Luc Azoulay, je lui payerais quand même des cours à la salle, en fait. Parce que même si ça reste le mieux gaulé, il a quand même perdu de son charme du lycée. Et il a perdu notamment des abdos pour un petit bidou grassouillé, quoi. Donc, en plus, si c'est pour nous le mettre torse nu dans toutes les scènes où il apparaît, ça lui fera pas grand mal d'aller pousser un peu à la salle, quoi. Pas de body shaming. Non, je déconne. Non, vrai. Mais en fait, c'est ça, c'est ce qu'il veut nous montrer. Il arrête pas de nous faire des plans sur son torse nu. Bah, on comprend bien ce qu'il veut nous amener à voir, mais c'est un peu caché sous le gras. Et moi, ça... Ça, pour le coup, il n'y a pas un moment où tu dis « Ah, j'avais pas compris le sous-texte de Jean-Luc Azoulay ». Ça, c'est une phrase qui n'existe pas. Mais tu mets le doigt sur vraiment un truc qui passait crème dans les années 90 et ne passe plus du tout aujourd'hui, c'est la sexualisation du corps féminin et des corps masculins. Il devait absolument être beau garçon,
de belles filles avec des vêtements relativement courts, toujours perchés sur des talons. Les garçons souvent torse nu, mettre en valeur les tétons, ce que tu veux. Ils sexualisent tout le monde. Alors peut-être pas au même niveau, parce qu'il y a toujours du male gaze évidemment. Et voilà, ils sexualisent de tous les côtés. Mais ça m'a fait penser, sur un autre registre, à Danse avec les stars, où fut un temps, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais en tout cas je me rappelle à l'époque où je regardais, tous les mecs qui étaient, et je mets des gros guillemets à bien gauler, donc qui avaient des abdos visibles, apparents, etc., étaient dans toute leur danse torse nu, pour faire monter l'audimat, pour faire voter les gens, etc. Et bien huilé et tout pour que ça brille bien, tout ça. Tous ceux qui n'avaient pas ce profil-là étaient toujours habillés en chemise ou avec un autre costume pour surtout pas qu'on voit qu'ils aient un peu de gras qui déborde. Mais dans ces cas-là, t'as envie de dire à Azoulay, mais si tu fais le choix de nous mettre un mec torse nu, c'est pour nous montrer son ossature et ses abdos, mais s'il a pas d'abdos, ben le charme opère pas, quoi. Tu pars de beaucoup plus loin. En effet, pour émoustiller la ménagère de moins de 50 ans, voire plus aujourd'hui, qui regarde majoritairement ce programme. Le chapitre suivant, je l'ai baptisé « C'est pas beau de mentir, Cricri ». On est chez Christian et Angèle. Angèle vient de rentrer et s'étonne de voir son mec tout trempé. Christian prétend s'être endormi et s'être mis la tête sous l'eau pour se réveiller. Mais pas de bol, Angèle capte la bouteille dans la poubelle, grillée ou busted, comme disent les anglo-saxons. Angèle demande pourquoi et Cricri explique que le fait que le magasin va lui reprendre son matos parce qu'il n'a pas entièrement payé. On apprend à travers leur discussion que toutes les prestations de Cricri ont été annulées. Il y a un gros manque à gagner et c'est pour ça qu'il est dans cette galère. Angèle lui demande de lui parler quand ce genre de choses arrive parce qu'elle a envie de l'aider. Et Cricri, là, il hallucine. « Mais tu m'engueules pas ? Mais meuf, ça fait 2 ans que je vis avec toi, que j'ai plein de galères, que je ramène pas une thune, que je suis bourré. Et tu me dis rien. T'es qui toi, meuf ? Un ange tombé du ciel. Je vous l'ai dit que ça volerait pas aujourd'hui, j'en suis navré. On est loin de Six Feet Under. Hein. Votre regard là-dessus ? Moi, c'est là où j'ai noté la masculinité toxique. En fait, c'est que il a pas beaucoup de scènes, ce monsieur. Mais alors, à chaque fois, il va nous parler de ses problèmes d'argent. Et j'entends que c'est un problème. Mais par contre, qu'à chaque fois, il le ramène au fait que c'est sa fiancée, qui est quand même bien plus jeune que lui, qui les fait vivre et qui l'entretient, et que si, et que ça. En fait, si c'est un vrai problème pour toi, mec, tu le ferais pas. Ou alors va voir un psy, quoi. Mais en fait, c'est pas grave. Enfin, si c'est convenu dans un couple que c'est comme ça, n'en fais pas toute une histoire. C'est pas grave en fait que le mec reste à la maison et que la femme ramène l'argent. C'est juste que, j'imagine, aux yeux de Jean-Luc Azoulay, c'est un problème. Et donc du coup, ça va être tout l'arc narratif de ce couple, alors qu'en fait, ça ne pourrait juste pas être un problème du tout si cet homme allait voir un psy, comme beaucoup d'autres. Oui, ce sont plutôt ceux qui subissent des comportements pénibles qui consultent, au lieu que ce soit les gens toxiques qui y aillent. Oui. Et puis par contre, la Angèle, là, alors elle, oui, elle a toutes les qualités du monde. Hein. Elle a surtout toutes les qualités du monde pour la société patriarcale. Hein. Parce qu'elle ne dit rien, elle ne bronche pas, elle vient de subir une tentative de viol et tout va bien. Elle ramène l'argent, mais Solène, tout va bien. Ça se résume en un mot, elle est soumise. On l'a écrite comme un personnage en pleine soumission, en permanence. Oui. Et mais c'est pas le pire, tout, c'est pas encore fini. Dans son couple, elle a quand même pas ce rôle-là dans son couple parce que c'est elle qui ramène l'argent. Donc on l'a écrit comme une soumise, mais pas trop quand même pour pas que les gens s'en rendent trop compte quand même. Franck ? C'est une scène qui est problématique encore une fois. Et ce qu'on a dit, voilà, c'est que si le couple fonctionnait comme devrait fonctionner un couple, effectivement que lui n'ait pas de travail, ça pourrait être un problème. Parce qu'après, effectivement, je peux comprendre qu'aussi sur sa santé mentale, de dire j'ai pas de travail et je perce pas dans la musique, qui est quelque chose que je veux faire, je peux comprendre que ça l'impacte. Mais s'il se souciait vraiment du bien-être de sa compagne et du couple de manière générale, peut-être soit il irait consulter déjà, où il essaierait de trouver quand même un travail pour au moins se sentir utile dans le couple. Pour l'instant, c'est un des problèmes qu'il a, il ne se sent pas utile dans le couple. Voilà, il se sent vivre au crochet de sa femme, qui a priori, elle, ça lui pose aucun problème. Donc. Puis c'est insupportable, il se rabaisse pour qu'elle lui dise « Mais non, voilà. Il veut se faire plaindre, il veut qu'on valorise une forme d'estime qu'il devrait avoir. T'as du talent, tu vas réussir, tu vas percer. Bref, on va retrouver Nico qui est en mauvaise posture sur la péniche. Il est en mauvaise posture et voilà une nouvelle scène d'action. Donc...
digne des plus grands films d'action. C'est ça. Donc, Nicolas donc, est braqué donc, par les deux voyous, comme on l'a laissé dans la scène précédente. Et donc là, il essaye toujours de se justifier en disant je sais pas, j'ai pas d'informations, je peux pas vous aider. Et sa meilleure idée, donc, c'est de plonger dans la rivière, avec un magnifique plongeon. Les voyous, du coup, commencent à tirer dans l'eau. Et lui essaye de se cacher un peu sous l'eau. Et comme ils ont tiré une fois, alors on a l'impression quand même, comme on s'est filmé, qu'il n'y a rien autour à part cette péniche. Alors effectivement, on sait qu'il y a un commissariat de police, parce que voilà. Une espèce de parc. Voilà, donc ils tirent, et du coup, les gars, donc pas très malins, et après ils s'enfuient parce qu'ils ont tiré, ils ont dit « Ah non, zut, j'aurais pas dû tirer en pleine journée, en pleine ville. Ah là là, vite, fuyons !» Donc il s'enfuit, et du coup Nicolas peut sortir de l'eau, en s'interrogeant, dire « Mais que s'est-il passé ? Et que vais-je faire ? Est-ce que je vais avoir une réaction à ça ? Est-ce que je vais rester chez moi ? Est-ce que je vais peut-être aller voir la police, continuer à chercher Jeanne ? On ne le sait pas. » Tant de suspense dans cette série. Et donc la scène se termine là-dessus, où en fait, grosso modo, il s'est fait braquer, il plonge dans l'eau. T'as remarqué à quel point ils sont conciliants, Franck, les méchants ? Ah oui, voilà. Oh non, il a plongé. Oh zut. Il va pouvoir respirer très longtemps sous l'eau parce que c'est un homme poisson. Bon, doucement les gars, ça part tout seul ces joujoux là. T'as qu'à nous dire où est la fille, et on te fichera la paix. On n'a rien contre toi. Écoutez, j'en sais rien, d'accord ? Alors dites-moi ce que vous voulez. C'est jamais, c'est la peine. Tu fais le mariage ? Tant pis pour toi. Je vous jure, j'en sais rien, je vous le dirai si je savais quelque chose. T'as 15 secondes pour nous dire où aller. J'en sais rien. Merde! Pourquoi t'as tiré? Ça va tirer les flics, allez vite, on se casse. Le chapitre suivant. Après la tentative de viol et la gueule de bois, ça baise sévère dans LMA. Cricri et Angèle s'en vont en l'air et ils disent qu'ils s'aiment dans une scène beaucoup trop longue. On apprend que Cricri savait que son patron l'a dragué. Christian prétend qu'il va se démerder pour trouver des galas et payer Monsieur Mario, donc le mec qui veut lui piquer son matériel de musique. Là, il lui doit 3000 €. Il refuse l'aide d'Angèle, il fait des efforts, c'est mieux là, qui veut lui en donner 2000. Et Angèle, elle a toujours pas dit à Christian qu'elle a quitté son boulot après ce qui lui est arrivé. Elle prétend avoir une journée off et dit avoir des trucs à faire une fois sortie du lit. Une chose à dire dessus très vite ? Non, enfin effectivement, voilà, la meilleure réaction après perdre son boulot et une tentative de viol, effectivement, c'est de venir baiser avec son copain. Mais parce que c'est hyper excitant d'avoir quelqu'un qui te domine et qui a envie de toi et que t'en as pas envie. Mais juste, du coup, vu que t'as été hyper excité, tu vas dans les bras de ton mec. C'est honteux cette scène. Sincèrement, moi j'ai pour le coup des choses à dire. C'est honteux d'écrire un truc pareil. À quel moment, quand tu subis un traumatisme par un supérieur hiérarchique, tu rentres chez toi, t'as besoin de vider ton sac, ou pas d'ailleurs, peut-être que t'as envie de te recroqueviller dans un coin, mais la libido, c'est pas du tout la première chose qui vous vient à l'esprit, enfant. C'est honteux d'écrire un truc pareil. On est en 2011, MeToo est pas encore passé par là et tout, mais faut pas déconner non plus. Moi cette scène, elle m'a ulcéré en fait. C'est pas du tout sexy, c'est pas du tout glamour, et on passe la toxicité au niveau du travail comme si c'était pas grave. C'est honteux. Voilà, pardon, je m'énerve, vous voyez Ah non mais t'as raison. Mais comme quoi, tu vois, on réagit pas tous de la même manière, parce que moi, pour le coup, cette scène m'a beaucoup moins choquée que l'agression dans le bureau. Donc après c'est hyper personnel de chacun, mais alors moi ce qui me gêne c'est qu'ils mettent ça en avant, qu'en fait après une tentative de viol c'est bon, tu peux aller baiser avec ton mec sans problème, mais en fait en soi on ne sait pas, chacun réagit aussi de différentes manières, donc ça peut arriver que ça se passe comme ça, mais on sait par contre que dans la majorité des cas c'est pas ça, et donc c'est là où le problème en fait il est de dire même si c'est pas la majorité, moi ça m'excite et ça me fait bander, donc je vais quand même le mettre dans la série quoi. Oui, c'est des kinks comme on dit aujourd'hui, mais c'est vrai, tu me fais penser à... J'aime bien citer cet exemple-là parce que ces épisodes-là m'avaient touché. Dans des périodes difficiles, ça me fait penser à O'Malley dans Grey's Anatomy. Quand il perd son père, en fait, lui, au lieu de se réfugier dans le chagrin, il baise à tout va avec sa compagne. Et sa compagne, d'ailleurs, n'en peut plus. Il se dit, mais je sais qu'il se réfugie là-dedans pour éviter son deuil, en fait. Donc voilà. Oui. C'est vrai qu'on peut penser ainsi, Solène, tu as raison. Vous voyez qu'on a des choses à dire dessus. Bon, on retourne retrouver Olga et ses mensonges dignes d'une espionne du KGB.
Alors, on retrouve Olga et Bénédicte au restaurant. Et là, Olga arrive toute mouillée de chaud qui dit je viens de sortir de l'hôpital parce que j'étais à l'aéroport en train de récupérer Antonio. Et là, au moment de prendre les bagages sur le tapis roulant, sur qui on tombe personne ne s'y attendait, sur Baptiste, le New-Yorkais. Donc là, le deuxième papa potentiel. Le deuxième papa. Donc pour éviter qu'il y ait un malaise entre les trois, elle a tout simplement fait semblant de tomber dans les pommes, d'avoir un malaise. Comme ça, les deux se sont précipités sur elle et ont appelé les secours pour qu'elle parte à l'hôpital. Chance pour elle, ni l'un ni l'autre ne parle anglais ou espagnol pour se comprendre l'un et l'autre. Donc elle les a laissés tous les deux. Elle est partie à l'hôpital, elle a vite fait signer sa décharge et a rejoint Bénédicte pour lui raconter tout ça. Et surtout, vu que les deux sont en France, il faut qu'elle raconte à Bénédicte la supercherie qu'elle a prévue et qu'elle valide son histoire. Donc en gros, elle a inventé à Antonio et à Baptiste qu'elle était venue récupérer l'autre sur la demande d'une amie dont il serait potentiellement l'amant, puisqu'elle trompe son mari et qu'elle vient aider sa copine, quoi. Mais les hommes ne sont pas dupes et vont demander de rencontrer cette fameuse amie. Donc Olga demande à Bénédicte de jouer le rôle de cette amie qui trompe son mari avec Antonio quand elle sera présentée à Baptiste et avec Baptiste quand elle sera présentée à Antonio. N'importe quoi. Donc Béné, pour faire simple, sert totalement d'alibi. Comme elles sont meilleures amies. Allez, tu peux faire ça pour moi. Ça m'a saoulé, les explications. Ouais. Cette scène m'a saoulé. Ça tient en une phrase. Franck? Oui, c'est vraiment un truc pénible de l'épisode. En fait, Franck, il est en train de mourir. Ah non, mais cette partie-là est vraiment pénible. Ça a vraiment aucun intérêt. En plus, on se dit qu'on va sûrement jamais revoir Antonio et Baptiste. Enfin, j'ai pas vu la suite, mais je suppose là. Après, il y a des trucs où ils disent du coup qu'ils parlent pas ni anglais ni espagnol. Mais dans la scène d'après, elle leur parle en français comme si tout va bien. On dit en fait d'accord, ils parlent ni anglais ni espagnol, mais enfin ils parlent français les deux, donc du coup ils auraient pu quand même discuter ensemble. Hein. Comme d'habitude, rien ne va, cette histoire c'est rocambolesque. Alors en plus cette histoire, au final, en vous écoutant, là, je me dis finalement, ça pourrait être un vaudeville, ça pourrait être une comédie de boulevard. Mais c'est Mamma Mia en fait. Voilà, ça pourrait vraiment être un truc qui est bien, mais là comment c'est raconté, comment c'est joué, comment c'est exposé, en plus... Pour le coup, c'est pas clair. Franchement, quand j'ai regardé l'épisode, ou peut-être que j'avais déjà décroché, mais son plan, il est pas clair du tout. On sent qu'elle veut embrigader Bénédicte dans un truc en la faisant passer pour l'amante d'un des deux gars, alors qu'elle est censée être en couple avec quelqu'un. En plus, ça n'a aucun sens, parce que pour l'instant, Bénédicte, j'ai pas l'impression qu'elle est avec José, je ne sais pas. Tout le monde est célibataire, donc elle pourrait juste dire c'est son mec. Oui. Donc il se complique la vie, ça n'a aucun sens. Et comme tout, en fait, tout est mal joué, tout est mal expliqué, quoi. C'est-à-dire que là, il y avait un potentiel de faire Mamma Mia, le film, il est clair, il est très très bien, quoi. Mais là, du coup, on part sur la même histoire et il arrive à foirer le truc pour que ça devienne incompréhensible et qu'on n'en ait plus rien à foutre. Parce que moi, clairement, j'avais envie que Olga dégage, d'accord, et toutes les autres scènes avec Olga, ça m'a gonflé, quoi. Surtout, ce qu'on a envie de voir, c'est pas Olga qui raconte ce qui s'est passé à l'aéroport à Bénédicte. C'est ce qu'on a envie de voir, c'est l'aéroport avec justement ces trois personnes qui se retrouvent, alors que c'est pas censé se passer comme ça, puisque Baptiste fait une surprise à Olga et que là, malheur, elle tombe sur lui. C'est ça qu'on a envie de voir, c'est pas du tout Olga qui nous raconte la scène intéressante. Et ça donnerait un quiproquo très sympa en plus. Mais oui. Je sais pas si vous avez fait attention au nom du chapitre que j'ai utilisé, je parle d'espionne du KGB parce que c'est ce qu'elle est en fait. Elle a un passé d'espionne de ce qui s'appelait à l'époque le KGB, aujourd'hui le FSB. On n'a pas l'impression. Hein. C'est ça, elle n'arrive pas à se débrouiller avec elle a deux pères et elle arrive à s'embrouiller avec les deux, quoi. Alors qu'elle aurait pu en avoir 0 ou 1 en fait. Oui, voilà. En plus, sachant que elle va choisir le père, c'est-à-dire qu'elle se pose pas la question de savoir qui est le vrai père du truc. C'est-à-dire que je vais prendre le mec qui est le plus intéressant, celui qui a le plus beau petit cul ou qui est le meilleur au lit, voilà, mais pas le vrai père c'est pas grave. Le vrai père, on s'en fout, quoi. C'est-à-dire qu'il a pas son mot, il m'a chopé une fois, hein, il a déjà de la chance, mais du coup, c'est le père de mon enfant, j'en ai rien à carrer. Si l'autre est plus beau et m'envoie au 7e ciel, c'est l'autre qui va gagner. Ce qui est en contradiction totale avec le plus haut, où elle disait qu'en gros, elle voulait garder ça, si j'avais bien compris entre les lignes, pour elle, quoi. Elle s'attendait pas à ce qu'il soit content d'apprendre qu'il soit père. Elle voulait être seule, j'avais l'impression. Voilà. La partie intéressante de cette scène, c'est que Nicolas appelle, enfin,
Nicolas appelle José et José s'en va. Voilà, c'est important parce que du coup on comprend pourquoi José est dans la scène d'après avec Nicolas. Non mais tu te rends compte de ce que tu me demandes là? Je savais que je peux compter sur toi. T'es un amour, je t'adore. Mouah. Mouah. À tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez là, Ruskov? Oh rien, elle est venue tchatcher un peu. T'avais pas des courses à faire toi là? Non. Et tu devais pas passer voir les fournisseurs, en fait? Bah, je l'ai fait sur le net tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux que je m'en aille? Non, non, pas du tout. Tiens, file-moi ça. T'as l'air bizarre, toi. Non, non, non. Attends. Ouais, Nico. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Oh putain, j'arrive. Ouais, j'arrive, bouge pas. Bah, qu'est-ce que tu fais? Jeanne est revenu, il s'est fait agresser. Je t'expliquerai. Angèle se rend dans un endroit et tombe sur une gride qu'elle avait rencontrée chez Nico. Elles font connaissance et via leur discussion, on apprend qu'Angèle a 20 ans. Donc Angèle et Christian qui sont en couple là dans ce pilote. Christian a une bonne quarantaine pour vous donner une idée précise quand Solène parlait de la différence d'âge. Angèle s'est souvenu qu'Ingrid lui avait dit qu'elle pouvait passer si elle cherchait du taf et Angèle explique qu'elle a perdu le sien et qu'elle a besoin d'argent. Mais surtout Christian ne doit pas être au courant de tout ça et on apprend qu'Ingrid dans son boulot recherche des hôtesses et elle demande à Angèle de se dessaper. Et Ingrid dit ouais ok bon tu vas mettre une tenue d'hôtesse, ça va nous mettre dans l'ambiance un peu. Mais avant de poursuivre cette scène, on est obligé de retourner vers notre Nico qui n'est plus torse nu je crois. Donc José est arrivé après avoir reçu le coup de fil et il discute du retour de Jeanne, d'accord. Donc il explique, donc José est pas beaucoup plus surpris que ça, un petit peu, enfin bon, pas tant que ça, alors que lui aussi a vécu le traumatisme il la pensait morte dans un accident d'avion, mais a priori il y a un problème de gestion des traumatismes dans cette série. Clairement, oui. Ça choque personne qu'elle soit vivante, cette personne, mais bon. Voilà. On dirait qu'on vient de leur dire, je sais pas moi, de leur annoncer qu'il y aurait des crêpes au jambon à midi, j'en sais rien. Non, juste, je suis surpris. Voilà. Et donc, du coup, Nicolas, quand même malin, dit mais tu avais pas une conquête dans la police? Parce que grosso modo, comme il a dragué à peu près tout Paris, il peut avoir des conquêtes dans tous les corps de métier. Donc, est-ce que tu en as une dans la police? Il se rappelle, José, il est très content de se rappeler, de dire elle est jolie, machin, bon voilà. Il va falloir que je la rappelle, que je trouve une excuse pour lui dire que je l'ai pas rappelé, mais au lieu de l'appeler, je vais aller la voir, parce que c'est bien plus malin. Et peut-être la stalker au commissariat. Quelle bonne idée. Donc voilà. Fin de la scène, cut. C'est que ça, c'est nul. On poursuit au restaurant. J'ai baptisé la suite le mytho de la rue. Donc là, on retrouve Olga et Bénédicte donc pour le switch de mecs et d'amants, etc. Avec Antonio on voit Olga qui essaye d'expliquer tant bien que mal à Antonio qui est Bénédicte et qui est Baptiste et pourquoi est-ce que c'est elle qui a été chercher Baptiste à l'aéroport, machin, tout ça. Scène inintéressante. Et juste à la fin, quand Bénédicte s'en va pour s'occuper de son travail finalement, de servir des clients, on voit Antonio qui mate le cul tout en discrétion évidemment de Bénédicte. Olga s'en rend compte puisqu'il a été très discret et lui fait une mini crise de jalousie en mode ah mais mate pas le cul de ma copine. Aïe voilà. aïe. Aucun intérêt cette scène. Nul. J'ai rien à dire dessus, Franck. Non plus, sachant qu'on aura le doublon juste après en plus avec exactement la même scène, mais c'est plus Antonio, à c'est l'autre. l'inverse. Aucun intérêt. C'est ça. Ah si, elle lui parle français quand même, alors qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, oui. Elle a dit qu'il comprenait ni l'anglais ni l'espagnol, mais il parle français sans problème. C'est un homme objet, il parle pas. Oui, il parle pas, oui. Non, il dit rien, il sourit bêtement comme les bécasses du début. Quoi. Un seul mot, voilà. J'aimerais bien tous ensemble, si ça vous dit qu'on suive une formation pole dance. Ça va être très sympa, je vous le promets. On retrouve la pauvre Angèle avec la fameuse tenue d'hôtesse en mode long gant, mini-jupe, talons hauts et débardeur assez échancré. Ingrid lui dit de mieux se tenir. T'as un balai dans le cul ou quoi? Cambre-toi, meuf. Angèle est stressée. Scène de malaise puissance 1000 où Angèle danse sur... Alors je sais pas comment... Je n'ai pas jamais mis les pieds dans un strip club, et ça c'est vrai. Comment on appelle ça? C'est un mini podium de pole dance? C'est une estrade? C'est quoi? Je sais pas. On va appeler un podium de pole dance, c'est pas mal. Ouais. Un podium de pole dance... Et ça ne va pas du tout pour Ingrid. Ça va pas, faut que tu les fasses bander, faut que tu les excites les clients, ok? Ingrid monte près de la barre à son tour et montre à Angèle comment il faut faire. Tu dois faire l'amour à la barre, tu peux lécher la barre, faut toujours penser aux clients. Allez, viens danser avec moi et faire l'amour à la barre. Et on voit Ingrid et Angèle danser autour de la barre. Et là, le malaise se poursuit.
imaginez Azoulay vraiment toujours écrire avec une main dans son pantalon. Quand Angèle descend de l'estrade de pole dance, Ingrid vient mettre des claques sur le cul d'Angèle pour vérifier si son cul est bien ferme, et c'est bien le cas, et là Ingrid lâche. En même temps, c'est normal, tu as 20 ans. Ne vous fiez pas à la légèreté dans ma voix quand je le raconte, parce que franchement, c'est assez dégradant. Je laisse la main à qui, Franck ? Encore une fois, rien ne va dans cette scène. On aurait pu croire qu'il y avait un effort de réalisation, puisque là, du coup, on a maintenant des changements de caméra, on a des plans serrés qu'on n'avait pas eu depuis le début, mais des plans serrés qui sont tous problématiques, parce que soit ils filment les fesses, la poitrine, les jambes ou la bouche des deux pseudo-danseuses sur leur podium. Donc voilà, pour tenter d'exciter le spectateur, mais dans une scène qui est plutôt dans le malaise. Voilà, sachant que Angèle et Ingrid se connaissent, d'accord, mais ça, on n'a pas expliqué avant. D'ailleurs, tous les personnages, on explique d'où ils viennent. Là, on dit en fait, on s'est déjà rencontrés. Bon, bah, c'est un fait, ok, vous êtes déjà rencontrés, mais tous les autres, ils sont ultra expliqués, de dire qui est machin, qui vous êtes les uns pour les autres. Elles se connaissent et tout va bien et on se pose pas de questions. J'ai même pas les mots. Travailler le passif des personnages, mais pourquoi faire, Solène ? Bah alors, là, cette scène, c'est vraiment... J'ai l'impression que le personnage d'Ingrid, c'est le personnage d'Azoulay lui-même, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait... c'est le réalisateur qui est en train de parler à sa comédienne, quoi. Il faut que les clients bandent, il faut que les téléspectateurs bandent, il faut que tu les excites, il faut que les téléspectateurs soient excités. Il lui met la main aux fesses pour vérifier que c'est bien ferme. Enfin, vraiment, c'est que ça. Et du coup, Angèle subit une nouvelle agression, hein, et pas de problème. En plus, vu que ça vient de la part d'une fille, c'est pas un souci, quoi. D'accord. En moins de 24 heures, tentative de viol, harcèlement sexuel au travail et agression sexuelle, bah nickel. Et on est quand même du coup sur un deuxième rebond des réactions d'Angèle, d'accord ? Donc elle subit une tentative de viol, et donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va coucher avec son mec, et après elle se dit il faut que j'ai un nouveau travail, donc je vais être... faire du travail du sexe. Nickel. Voire prostituée, pour dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui on dit travailleuse du sexe. Travailleuse du sexe, pardon. Oh là, je vais me faire engueuler maintenant. Et du coup, tu dis normalement, effectivement, on peut avoir des réactions différentes, mais là, elle est censée avoir subi un traumatisme. À la rigueur que finalement, ça se mette en place sur le fait qu'elle a envie de coucher avec son copain, pourquoi pas ? Mais du coup, qu'elle fasse la travailleuse du sexe et que du coup, littéralement, tout le monde la regarde et tout le monde ait envie de se la taper, alors qu'elle vient de subir ça, normalement, ça n'a aucun sens, quoi. Oui, puis c'est sûr que c'est le métier le plus simple pour les femmes à trouver quand elles quittent leur travail. Enfin, il n'y a pas plus simple. Bien évidemment. Caissière, tout ça, ça n'existe pas, quoi. C'est directement travailleuse du sexe. Vous voyez la colère que j'avais sur la scène précédente ? Par automatisme, la personne elle va réagir comme ça. Mais dans quel monde tu vis, putain, pour écrire des choses comme ça ? C'est pas possible. Vraiment, si vous avez le courage de regarder ce pilote et qu'après vous nous écoutez, je pense que vous nous comprenez pleinement. Il n'y a vraiment aucun recul. Retour chez Béné avec Olga. Donc on se retrouve au restaurant une nouvelle fois avec Olga cette fois qui râle parce que son mec a maté le cul de sa copine. Et là on a exactement la même scène qu'avant. Il y a Baptiste qui arrive pour avoir la scène de Switch, pour expliquer qui est Béné, tout ça. Donc on va passer rapidement parce que c'est exactement la même chose. Quand il part par contre, Olga parle des nuits torrides qu'elle passe avec Antonio et à quel point le sexe c'est formidable avec lui et que du coup elle pourrait peut-être le choisir comme père. Mais par contre elle oublie qu'un père c'est pas ça, hein, le rôle d'un père, c'est pas de bien faire l'amour avec la mère. Bon, ça peut en faire partie, mais c'est pas ça le rôle d'un père. On est d'accord. Là, elle parle d'un géniteur plus qu'autre chose, mais la suite, oui, c'est bien aussi. J'ai même pas des mots là. On n'est pas obligé de réagir, hein. C'est une scène qui sert à rien. On a rarement aussi été si peu bavard sur certaines scènes. Bah, c'est surtout que c'est un doublon de la scène d'avant, quoi. On va enfin conclure ce putain de pilote. Là, on retourne encore une fois sur la péniche de Nicolas qui est enfin à une réaction. Donc, il prépare son fusil pour au cas où si les voyous reviennent encore une fois, hein, parce qu'ils auraient vraiment que ça comme piste de venir chez Nicolas pour lui demander où est Jeanne. Et donc, José arrive, comme d'habitude, la fleur au fusil. Il se fait braquer par Nicolas. Voilà, il revient donc avec les informations que lui a demandé Nicolas sur Jeanne. Voilà. José ne manque pas de faire
Un petit commentaire sur la femme policière qui est toujours aussi jolie. Hein, encore une fois, il n'a pas dû la voir depuis 100 ans. Il arrive, il se pointe et il dit « Est-ce que tu peux me donner des infos sur une meuf que tu ne connais pas pour aider des copains que tu ne connais pas ?» Et évidemment, elle le fait. Et cet épisode se termine sur du coup la révélation avec un gros cut sur « Elle t'a dit que du coup elle était en prison pour sauver son frère. Et en fait, c'est faux. Elle s'est évadée de 15 ans de prison pour meurtre. » Voilà. Et up cut. Avec en plus un freeze, c'est-à-dire que l'image s'arrête et il lance le générique et c'est fini. Et c'est la fin de ce pilote, l'impossible retour des mystères de l'amour. Grande série française. Mais si le retour était impossible, ils n'étaient pas obligés de le faire. Hein. Parce que mais rien n'est impossible pour Jean-Luc Azoulay. C'est bien tout le problème, oui. Tiens, je vous propose un dernier extrait et ensuite quelques infos très rapidement. Et puis évidemment, surtout, la notation de ce pilote. Je me demande bien où va se classer, où sera classé les mystères de l'amour. Vraiment, je me le demande. Alors, elle est toujours aussi mignonne. Oui, non, c'est pas ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce que t'as appris sur Jeanne? Et tu sais qu'il y a un truc super à la PJ. Tape un mot, un nom sur l'ordinateur, ça sort en 3 secondes. Je te jure. Oui, je m'en fous. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ah oui, bon alors. Jeanne t'a bien dit qu'elle avait fait 3 ans de prison à la place de son frère pour une histoire de vol, c'est ça? Ouais, pourquoi? Bah en fait, elle s'est évadée de la prison de la santé il y a 2 jours. Et c'est pas 3 ans qu'elle a pris, c'est 15. Pour meurtre. Alors, je l'ai évoqué un peu plus haut. Hélène n'est pas arrivée tout de suite. Elle est arrivée lors du 13e épisode. Et dans cet épisode, on a aussi eu le grand retour de Johanna, le grand amour de Christian. Cri-cri d'amour, c'est elle qui l'appelait comme ça, et de Lali aussi, Lali Maignan, la grande copine d'Hélène. Et pour les fans qui nous écoutent, bien sûr, c'est difficile de parler des mystères de l'amour sans parler de celle qu'on surnomme souvent la deuxième Hélène. Est-ce que tu vois de qui je parle, Solène? Non. Elle s'appelle Elsa Esnou. Ah, ok. Mais elle est très jeune, elle, non? Oui, elle a 34, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, elle a jamais joué dans Hélène et les garçons? Non, mais elle, si tu veux, le succès que Jean-Luc Azoulay a su obtenir dans les années 90 avec Hélène Rollès, il l'a reproduit des décennies après, dans les années 2010, avec Elsa Esnou, qui a sorti de nombreux titres, de nombreux succès, de Androgyne à Tokyo, ça va parler aux fans. Et les chansons, tu sais, à l'époque d'Hélène et les garçons, ou du Miracle ou des Vacances, c'était Hélène qui les chantait, Hélène ou Manuela Lopez ou d'autres. Et là, c'est Elsa Esnou en fait qui chante le générique de fin à chaque fois, tellement elle est devenue populaire auprès d'une population très jeune, hein. Les enfants, les ados, hein, souvent pré-ados. Enfants, pré-ados et ados. Ça te parle, ça, Franck? Et le couple mythique qu'Elsa Esnou, donc Fanny Grayson dans la série, forme avec Christian. Alors, pas du tout. J'ai pas du tout regardé cette partie-là du truc. Non. Mais enfin, Elsa Esnou, oui, je vois qui c'est, mais j'avais pas du tout cette partie de l'histoire. Désolé, pas désolé. Tu rates pas grand-chose, hein, crois-moi. Surtout qu'ils sont niais et chiants comme la pluie ensemble, comme tu t'en doutes. Voilà, c'était juste, je voulais souligner ça parce que je sais que les gens, il y a toujours à avoir des fans hardcore. Ouais, Junior, il n'y en a pas parlé. Si, c'est fait. Vous êtes prêts là pour la notation? Ouais. On arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. Après tout ce qu'on a dit sur ce pilote de LMA, les mystères de l'amour, je vous écoute, madame et monsieur, pour votre note et la justification de celle-ci. Donc je vous invite aussi à souligner les forces et les faiblesses que vous avez relevées. Je crois qu'il y a plus de faiblesses que de forces là, cette semaine. Voici l'échelle de notation. 10 parfait, comme Jean-Luc Azoulay bien sûr. 9 exceptionnel, 8 très bon, 7 bon pilote, 6 satisfaisant, 5 moyen, 4 insuffisant, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable, 0 inadmissible. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, en fait, le principe est simple, hein, c'est juste de vous donner des clés pour savoir, dès le premier épisode, quelle série est super efficace, quoi, tout simplement. Solène, coefficient 3, je t'écoute s'il te plaît pour la note que tu attribues à LMA. Alors moi, je vais décerner la formidable note de 0. Non. Puisque un pilote, c'est censé nous donner envie de continuer. Ça ne m'a pas donné envie de continuer. Et même si ça ne me donne pas envie de continuer parce que j'aime pas l'histoire ou quoi, comme par exemple Malcolm où j'étais déjà passée, j'avais juste pas aimé. Mais au-delà de ça, c'était bien joué, il y avait un scénario, c'était bien filmé. Là, rien ne va et je trouve ça
inadmissible, comme le Zéro le souligne, qu'on puisse utiliser de l'argent pour faire ça, un truc aussi nul, alors que des séries formidables s'arrêtent parce qu'elles n'ont pas de budget. Bah franchement, donnez-leur du budget et enlevez-nous ça de la télévision. Hein. Ça le mérite d'être clair, Non, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Pardon. 0. C'est pour ça que j'ai demandé avant qu'on enregistre savoir si j'allais être QF3 ou pas. 0 inadmissible. Ok, bah je crois que c'est le premier 0. Je suis honorée de le donner à cette série, vraiment sans hésitation. Est-ce que c'est volé ? Je ne suis pas sûr. Le classement général, dans les 5 derniers, à la 23e place, Dawson, 24e, Malcolm, 25e, Undo Stress, avant-dernière à la 26e place, Emily in Paris, et dernière du classement, Hartley Cœur à Vif. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va bouger. Il y a trop de séries où j'étais déjà là. Ma pauvre. J'ai fait 3 des 5 plus mauvaises séries. Oh là là, les pauvres. Je les embête, les pauvres. Bon, j'avoue, je ferai attention en 2024. Dans le top 5, 5e, Buffy contre les vampires. 4e, Doctor House. 3e, Stranger Things. 2e, Seinfeld. Et première, toujours sur son trône, The Crown. Voilà pour le top 5. Je t'écoute Franck pour la note que tu attribues à ce pilote des Mystères de l'amour. Si tu as besoin de tes anciennes notes, n'hésite pas. Alors je veux bien mon ancienne note sur Hartley et sur Undo Stress. Alors Franck, tu as mis 4,5 à Hartley Cœur à Vif. Et Undo Stress, tu as mis 5. Ouais, c'est compliqué parce que du coup, je préfère quand même les Mystères de l'amour à Undo Stress et à Hartley Cœur à Vif. Non. Ah mais si, mais parce que du coup, il y a un côté, comme toi, du coup Junior, où il y a un côté addictif, parce que du coup, je connais ces personnages depuis 30 ans. Et même si tout est nul, on n'a pas arrêté de répéter ça pendant toute l'émission, tout est nul, rien ne va. Mais il y a quand même ce côté addictif où, des fois, j'ai envie de savoir ce qui se passe, même si après je peux sauter 50 épisodes, on s'en fiche. Voilà, donc du coup, c'est ça qui m'embête un peu, parce que j'avais mis des notes quand même, finalement, qui étaient assez hautes pour les 2 autres pilotes, pour des séries qui étaient vraiment très mauvaises. Donc là, du coup, avec ma vision d'aujourd'hui, j'aurais mis bien moins de la moyenne à Hartley Cœur à Vif et moi, j'aurais mis beaucoup plus à Malcolm, du coup. Il fallait, hein. Solène, tu avais mis 3 mais à oui, Malcolm. mais parce que j'ai pas aimé, mais il y avait quand même des choses à sauver. Et oui, voilà. Là, il n'y a rien à sauver. Du coup, c'est Pardon. Clairement, la seule chose qui a sauvé, c'est ma nostalgie mais c'est ça. Et ce côté addictif de cette série, parce que même si c'est nul, mais au même titre que toutes les émissions de télé-réalité qu'on peut regarder, enfin du coup j'en regarde pas parce que j'ai peur du côté addictif, mais c'est la même chose. C'est la même chose du côté addictif, c'est nul, ça n'a aucun intérêt, quand on en ressort on est limite plus bête que quand on est arrivé. On va pas partir sur le débat Frenchy Shore, les amis, là. Du coup, je vais mettre, j'hésite, je vais mettre... Mais Franck, c'est nul. Bah oui, c'est pas mais pour je vais mettre t'inciter à mettre quoi que ce soit comme Suis note. le barème de PPP. Hein. Je vais mettre 3. Alors 3, attends, 3 c'est mauvais tout court. Voilà, c'est mauvais, mais c'est tout ce qui gagne, c'est uniquement ma nostalgie du truc. C'est quoi le 2, c'est quoi ? 2 c'est très mauvais, et 1 c'est exécrable. Bon alors on va mettre 2, allez, 2 c'est très mauvais. Mais les 2 points sont uniquement sur ma nostalgie de cette série. Non mais en fait je comprends cette histoire de nostalgie parce que je l'ai sur certaines séries où j'essaye de m'accrocher mais c'est vraiment nul. Mais là t'accrocher sur 33 saisons... Ah non mais c'est clair que je le regarderai pas, je veux dire. Mais c'est pareil, Dawson à l'époque quand on a fait a eu des points aussi par ma nostalgie de la série parce que je l'ai regardé quand j'étais ado et que ça m'a marqué. C'est l'avantage de faire des PPP sur des séries qu'on n'a jamais vues. Comme ça joue pas dans la balance. C'est ça, tu es beaucoup plus neutre. Exactement. Attends, je récapitule. 0 pour Solène, coefficient 3. Et Franck qui met 2, coefficient 2. Bah, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est très mauvais. C'est très 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 mauvais. C'est quand même pas une série... rien ne va. Rien. Ils ne savent pas jouer. Ils jouent comme des patates. On est censé être ému à certains moments, on n'y croit pas une seconde et c'est ça qui est drôle. Moi je me marre devant ma télé, je me fous de leur gueule. Il y a un vrai problème de qualité d'écriture, il y a un vrai problème de rythme, il y a un vrai problème d'implication dans la série. On s'implique pour de mauvaises raisons. Ça me rappelle un extrait d'un sketch de Blanche Gardin qui dit « Mais vous aimez regarder de la merde, vous êtes merdologue ». Voilà, c'est un peu une exploration comme ça dans quelque chose de particulièrement daté qui ne devrait plus exister. Il est resté sur une façon de fonctionner et sur des poncifs qu'on a exploités et surexploités il y a 30 ans
Non, c'est pas bon du tout, c'est très mauvais. Franchement, ça peut pas aller au-dessus de 2, quoi. J'aurais tendance à mettre 2, comme toi, Franck. J'hésitais entre 1 et 2, allez, je vais être gentil, je vais mettre 2. Et bonne année à vous, bonne année à tous les meilleurs vœux. Et moi, tu sais, je pense l'audimat, d'où il vient de vous avec la nostalgie et des EHPAD qui ne savent pas quoi mettre, qui tournent là dans la salle commune des personnes âgées. Ah oui, et donc clairement. ils mettent ça tout l'après-midi. Mais sinon, personne ne regarde. Et n'oublie pas qu'il y a des quadras qui sont devenus parents et qui montrent aussi avec leurs gamins. Voilà, il y a aussi ça. Alors pour le coup, je serais quand même si la série est très nulle, je serais quand même très curieux de rencontrer une partie des acteurs pour échanger avec eux sur qu'est-ce que c'est de participer quand même à ce phénomène. Parce que même si on n'aime pas, d'accord, mine de rien, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Ça fait 30 ans qu'ils jouent ces personnages. Patrick Puydebas, ça fait 30 ans qu'il joue Nicolas. Et je serais ultra curieux de pouvoir échanger avec eux sur qu'est-ce que c'est en fait et de participer à ça. Et mine de rien, de faire partie de la culture populaire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais tous les gens de mon âge, d'accord, tout le monde connaît Hélène et les garçons. Tout le monde a regardé à un moment quand on était ado ou un peu plus jeune, on a regardé Hélène et les garçons, on l'a subi ou pas, mais et tout le monde, encore maintenant, connaît, d'accord, sans savoir les histoires, mais au même titre que Les Feux de l'amour, comme vous pouvez regarder mes deux grands-mères, d'accord, mais tout le monde connaît, tout le monde a déjà vu, tout le monde sait que ça existe, et je serais très curieux de pouvoir discuter avec eux qui ont vécu le phénomène de l'intérieur, en disant vous êtes... Mais rappelons que la télé à l'époque était morcelée. Le paysage audiovisuel français était très réduit. On avait 5 chaînes, tout le monde n'avait pas M6 à certains endroits. Et forcément, quand tu allumais la télé, c'était la 1 par défaut, c'est la première chaîne dans l'ordre numérique. Et par défaut, tu restais sur TF1. Et ça a happé toute une génération de personnes. Évidemment, cet aspect nostalgique et ce lien indéfectible qui est là, quoi. Et ouais, pour eux, c'est une bulle d'évasion et ça les ramène à une époque aussi de l'insouciance, les années 90. C'était bien avant qu'on stresse devant nos écrans, qu'on soit pris d'anxiété et de tout ce qui en suit. La note finale pour LMA, les mystères de l'amour, 1,14. Elle dépasse quand même 1, c'est exceptionnel. 1,14, la série est bien évidemment derrière Art Lakervie. Ça va être difficile de la déloger. J'ai hâte de savoir si une série va déloger les mystères de l'amour un jour. Franchement, à part les autres spin-offs de Hélène et les garçons, ou toute autre série AB Productions, parce que concrètement, celle-là, quand même, mine de rien, celle-là, elle dure depuis 30 ans. Oui. Les histoires. Et les autres n'ont pas duré. Et alors, certains personnages qui reviennent, parce que les personnages de Premier Baiser, comme tout est un univers connecté, il y a des personnages de Premier Baiser qui peuvent revenir, il y a des personnages du Miel et les Abeilles qui peuvent revenir. Justine, Annette, voilà. Monsieur Girard, le père d'Hélène. On a l'impression que je suis un expert de AB Productions, mais il y a quand même des personnages qui reviennent, alors qu'il y a certaines séries qui ont complètement disparu, pour le mieux, évidemment. Mais celle-là, elle reste quand même après 30 ans, quoi. Ouais. Voilà, donc la série se classe dernière pour les mystères de l'amour. Vous avez eu du courage de regarder ça, moi je vous le dis, merci beaucoup. Avec plaisir, Junior. Avec plaisir. Si le cœur vous en dit, Solène et Franck, pour rappel, les 33 saisons de la série Les Mystères de l'amour sont à voir ou à revoir sur MyTF1 ou TF1+, selon le moment où vous écoutez cette émission. Et LMA est aussi dispo en DVD sur des précédentes saisons, des plus anciennes. 33 saisons sur MyTF1 avec les pubs, je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout regarder. Je pense que c'est bon. On va retrouver des squelettes de gens devant MyTF1 qui tournent. Pardon pour la blague macabre. Un pilote presque parfait, c'est fini. Un grand merci à toi, Franck, d'être venu dans PPP. Écoute, merci encore pour l'invitation, même si cette série était particulièrement difficile, mais quand même intéressante. Je trouve qu'on a pu aborder quand même des sujets intéressants. Merci et à la prochaine fois. Oui, à très bientôt. Rendez-vous en 2024. Un grand merci à toi, Solène, d'avoir eu le courage de participer à cet épisode. Merci, Junior. À bientôt, Franck. À bientôt. Nous, on se retrouve en janvier 2024 et on va remonter très loin dans le temps, en 1964, puisque la série au programme, anciennement diffusée sur M6, sera Ma sorcière bien aimée. On parlera de Samantha, d'Andorra et de Jean-Pierre, qui ne s'appelle pas vraiment Jean-Pierre. Vous pouvez retrouver l'épisode de PPP que vous venez de suivre et tous les anciens sur votre appli podcast préféré, sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour nous aider à faire grandir cette émission. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur X, anciennement Twitter, @pilote parfait,
ou sur Insta La Saison des Séries. Je tiens à remercier sincèrement toute mon équipe, Solène, Franck, Hélène, Alexandra, et remercier toutes les personnes qui ont participé régulièrement en tant qu'intervenants ou invités. Je pense entre autres à Colline, Ariane, Delphine, Jérémy et tant d'autres invités podcasteurs et podcasteuses de talent qu'on aime et que vous aurez le plaisir, pour la plupart d'entre eux, de retrouver en 2024. Je garde les meilleurs pour la fin. Je parle bien évidemment de vous, amis auditrices et auditeurs, fidèles de PPP, mais qui n'écoutent pas forcément la saison des séries, et ça c'est pas bien. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt. Ciao.